Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness, présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de vous présenter quelqu'un que probablement vous connaissez déjà, Samuel Baudry. Je pense que oui, hein? Un studio qu'on reconnaît quand même peut-être dans d'autres épisodes que j'ai fait de mon côté. Plusieurs de nos étudiants qui te connaissent aussi déjà. Ben, hein? On va voir s'ils me connaissent bien aujourd'hui. Ouais, exact. Sam, mon bon ami depuis très longtemps. Ouais. Puis je dis ça parce qu'il y a des étudiants qui vont te connaître à travers, parce que, bon, Lift, c'est un peu la version 2.0 d'Académie des entraîneurs. Ouais. Nous, quand on a lancé Lift, je pense pas que tu le sais, là, parce que tu sais, t'es plus là-dedans, mais moi, j'ai offert à tous les étudiants qui avaient déjà acheté Académie des entraîneurs dans le passé, je leur créditais 100% parce que Lift est plus cher. OK. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit « Ah ben oui, je vais l'essayer. » tu sais. Fait que, qui t'ont connu comme ça. Puis pour notre audience, ceux qui ne le savaient pas, la première version, dans le fond, de ce qui est comme un peu le passé de Lift, c'était une entreprise qu'on a fondée ensemble. Ouais. Fait avant la pandémie, si vous pouvez imaginer, moi, je me suis levé un matin et je me suis dit, hey, ça serait le fun d'approcher mes amis qui ont une entreprise en personne puis mettre ça en ligne. Fait que j'ai appelé Sam, j'ai dit « Hey Sam, t'es cool là pour entraîneur que tu donnes en personne, on pourrait mettre ça en ligne. » Puis t'avais dit oui. Ouais. Fait qu'au début, ça s'est appelé Entraîneur en feu. Imaginez-vous donc. Le pire, c'est je vais prendre le hit parce que ça, c'était mon idée. Quel mauvais nom. Moi, je suis tellement influençable dans la vie. Là, puis je suis comme, tu sais, je te fais confiance, je fais tout ça. Puis après des années, c'est là qu'on peut le voir quand même. Comme shit, man, on n'était pas à ce qu'on est aujourd'hui, premièrement. Non. Même notre tête roulait pas pareil. Puis Entraîneur en feu, on a quand même eu un petit succès malgré ce que c'était à l'époque. Alors moi, je trouve un gros succès, honnêtement. Oui, il faut ça le donner. Parce que tu sais, ce qu'on avait, cette formule-là, tu sais, de faire une business avec des amis, je l'ai faite comme 8 fois. Hein? Ouais. Puis Entraîneur en feu, qui est devenu Académie des entraîneurs parce que ça avait eu assez de succès qu'on s'est dit, hey, genre, on fait-tu un rebranding comme Entraîneur en feu? C'est un peu comme ordinaire. Mais ça s'est rendu assez big qu'on a décidé de faire ça, tu sais. Puis assez big que là, éventuellement, moi, j'ai décidé de faire Lift. Mais ouais, assez drôle. Ouais. Assez drôle, je peux me dire. Des fois, je suis comme, tu sais, je pense à mon identité que je me donne. Je dis, moi, je suis bon en branding, puis tu sais, trouver des noms, puis tout. pas toutes les... T'as travaillé pas tous les romans, c'est ça. Mais Sam, tu sais, là, il y a bien des gens qui te connaissent. Aujourd'hui, on boit du Mindblow, puis qui te connaissent en date d'aujourd'hui. Mais, puis tu sais, même, tu me posais la question quand je t'ai invité, tu me disais, tu sais, on va parler de quoi? Mais je pense que on peut peut-être tu peux raconter dans une histoire aux gens parce que le milieu de l'entraînement, tu connais ça en titi, tu as beaucoup d'expérience. Ouais. Ça ne t'est pas inconnu. Fait que si on repart, mettons, de quand tu étais jeune, puis mettons tes premières étapes quand tu es devenu entrepreneur ou tu es tombé dans le milieu de l'entraînement, tu as découvert la musculation, tout. Peux-tu nous revenir jusque-là? Ce qui est drôle, c'est que à chaque année, à chaque début d'année, le monde font le fameux 10-year challenge. Là, ils reposent comme là, c'était 2016 en ce moment. Puis je regardais pour le fun, c'était quoi en 2016. Puis j'étais comme, mon Dieu, que ça va vite quand même. Puis à cette époque-là, je pense que c'est peut-être là qu'on avait fait nos premiers événements au gym à Laval, mais c'est même pas à Atlantis. Tu sais, ça va tellement vite quand même que je pense que ça fait plus que 12 ans que j'étais dans le milieu du fitness. Tu sais, globalement, avec moi qui s'entraîne, qui aime ça, tu sais, au secondaire. Puis j'ai 31 ans, fait que tu me ramènes 14-15 ans en arrière. Fait que j'étais vraiment, je pense, passionné par ce milieu-là, point, parce que je voulais bien paraître. Les compétitions m'ont rapidement intéressé. Le stock, les stéroïdes, les compagnies, j'ai été là-dedans aussi. J'étais dans le dark side assez rapidement aussi parce que je pense que j'étais un gars extrémiste. J'étais un gars qui avait besoin de tester mes extrêmes à ce moment-là. Puis le fitness, c'est la seule branche qui me passionnait, point, dans la vie, parce que je pense que j'étais très bon à l'école, j'avais aucun problème. Mais dès que j'ai connu un peu ma passe de party étant jeune adulte, j'ai coulé des cours au cégep. J'ai dit, moi, l'échec, je connais pas ça. Donc, j'ai lâché le cégep direct. Puis la seule chose qui me restait, c'était cette seule lignée-là que je me sentais passionné, qui était le fitness. Fait que je me suis mis à 200% là-dedans. J'ai été faire mes formations, qui, à l'époque, étaient très, très, très minimes, les formations qu'on pouvait avoir. C'est soit comme vraiment faire plein de mini-formations, ou là, tu t'informais en ligne, tu es comme, qu'est-ce que je dois faire, devenir kinésiologue? Ou c'est très pêle-mêle, je te dirais, le milieu d'éducation. Puis même, si tu prenais la peine d'en faire, c'était rudimentaire. Là. Écoute, j'ai un souvenir là, clair. J'avais eu un prof, vraiment, il était cool. Okay. Puis il était beaucoup plus vieux. Ça faisait longtemps. Il était enseignant. J'avais fait CanFit Pro. T'sais. Ouais. Puis je me rappelle, j'avais fait mon musculation. Fait que ça n'avait même pas rapport à la nutrition, mais il nous avait dit, moi, par exemple, quand je mange du dessert, je mange de la crème glacée parce qu'il y a de la caséine dedans, fait que ça digère plus vite. Puis comme moi, mon corps l'assimile mieux, tu sais. Puis en date d'aujourd'hui, c'est
absolument complètement ridicule. Mais ça, c'était mon professeur qui m'enseignait que moi, après ça, j'entraînais des gens. Fait que on voit que ça évolue. Ben, ça a tellement évolué, puis en même temps, c'est que, comme toujours, c'est une industrie que tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un titre ou quelque chose, il n'y a pas d'ordre. Fait que tu pouvais faire une formation, nutrition 101, je sais pas quoi, puis bam, tu vas dire, hey guys, je suis entraîneur, je peux faire vos plans dès maintenant. Puis il y avait un petit jargon que tu dois attention de ne pas utiliser pour pas aller dans le terrain des nutritionnistes puis des kins. Ouais. Mais en général, moi, c'était vraiment ça que j'avais fait, puis j'avais très peu de formation, mais j'étais vraiment passionné, puis j'avais une grande boîte, puis je pense que j'étais motivant, puis j'aimais ça faire du contenu en ligne, puis je pense que l'entraînement était juste le créneau qui me passionnait, puis d'aller là-dedans, ça a été comme mon introduction vers le milieu de l'entrepreneuriat, parce que j'ai été longtemps entraîneur, mais rapidement, je suis comme non, c'est impossible que je passe 1 heure avec un client, puis que ce soit ça ma vie, puis de moi, je voulais scale big. Je regardais ce que Mark Fit faisait, ce que Christian Guzman aux États-Unis. Tu sais, des gars de fitness, sûrement avec encore moins de notions que moi à ce moment-là, juste des gars en shape qui faisaient des trucs. Je salue Marc d'ailleurs, que je parle encore très souvent maintenant. Puis j'entraînais du monde comme ça, puis je me disais, OK, il faut que je fasse une plateforme. Il faut que je fasse une plateforme qu'on peut coacher le monde à distance, qu'on peut faire un peu à l'américaine, qu'on peut peut-être un jour avoir une application, quelque chose. Fait que ça a vraiment été ça, mon début dans l'entraînement, puis ça a découlé de plus en plus à me retirer un petit peu du mode entraîneur, puis être plus un gestionnaire, avoir un gym, avoir un service en ligne, avoir des coachs qui travaillaient pour moi. Après ça, faire une petite formation aussi pour les gens pour devenir entraîneur. Fait que ça a été décousu. Ça a été à gauche, à droite, ça a été pêle-mêle, mais ça a été vraiment enrichissant pour ma carrière. Puis ça fait à peine 2 ans, techniquement, que j'ai quitté le domaine pour de bon. Ouais, parce que là, tu as vendu. Fait que là, on peut dire que finalement, tu as exit. Ouais, j'ai exit le domaine du fitness à 100%. Mais tu sais, les gens nous écoutent, puis pour mettre ça clair, parce que là, tu sais, tu l'as donné, tu as donné les années, mais il faut comprendre que, justement, ton modèle d'affaires, tu étais assez pionnier, là, parce que vendre en ligne, à distance, on parle d'app, c'était vraiment avant que ça soit populaire, parce que, tu sais, la pandémie a vraiment démocratisé ça, là, comme fois. Le monde ne peut même pas s'imaginer. Tu sais, on a reçu des entraîneurs de renom comme, mettons, tu sais, prends Larry Vinette, là, il fait tous ses clients à distance à travers le monde, puis tout, mais il a quand même commencé ça récemment, là. Ouais. Tu sais, parce que Crème, c'est un entraîneur qui a des décennies d'expérience. Son shift à devoir faire ça en Zoom, c'est un choc, là. Ouais. T'as beaucoup de monde qui, genre, il ouvrait même pas un ordi dans la vie, là, tu sais. Mais toi, t'étais vraiment pionnier là-dedans, là. Ouais, je sais pas si je peux me lancer des fleurs en disant que j'étais vraiment dans les premiers, mais honnêtement, à ce moment-là, moi, j'avais un petit background de comme d'être bon en informatique. Tu sais, j'étais geek, j'aimais ça, cette affaire-là. Fait que j'ai lancé mon premier site moi-même à le faire, tu sais, avec WordPress, puis lancé, tu sais, puis c'est sûrement plein de bugs, à cette époque-là, puis mais j'étais vraiment passionné, puis j'étais workaholic, puis je travaillais du matin au soir, puis je voulais que ça fonctionne. Puis je voulais faire un blog, puis je voulais faire des vidéos, puis tu sais, je voulais faire des choses que les gens ne faisaient pas, qu'on faisait vraiment juste l'entraîneur dans le gym qui doit aller déranger le gars sur le bench pour dire « Hey, ta technique, t'es gêné de faire ça. » Puis moi, je voulais pas faire ça. Moi, je voulais faire une vidéo, toucher des milliers de personnes, les amener à me suivre. Tant mieux s'il y en a qui viennent me voir en présentiel ou de quoi, mais très rapidement, je me suis même enlevé 100% du présentiel. Comme je me souviens pas c'est en quelle année, ça doit être 2015 ou whatever, j'étais simplement à distance. Fait que juste à distance, à 100%, faire des plans. Ça t'a fait 10 ans, cette compagnie-là, au final. Comme je l'ai dit, je l'ai vendu il y a 2 ans. Fait que c'est quoi, 2024? Fait que ça a été de 2014 à 2024 de faire ça. On a ouvert un gym, comme je l'ai dit, un moment donné. Fait que c'est vraiment des belles années, je te dirais, que j'ai vécu avec ça. J'ai fait 1001 erreurs. La vente a été une autre grosse parcelle d'erreurs que j'ai mal géré ça aussi. Mais des fois, c'est ça un petit peu aussi le côté entrepreneur de l'entraîneur. C'est, tu sais, quand tu montes une compagnie de service comme ça, tu es beaucoup dans le ressenti, le day-to-day, dans les relations, etc. Puis être entrepreneur en soi, c'est un autre créneau carrément. Fait que tu apprends, moi dans mon cas, sur le tas à comment faire ta comptabilité, ta gestion, gérer des êtres humains qui sont tes employés, tes entraîneurs aussi. Puis ça, j'ai vraiment appris beaucoup. Puis comme je l'ai dit, j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs. Mais je suis content de l'avoir fait dans un domaine comme ça pour aujourd'hui être dans peut-être quelque chose de beaucoup plus risqué, mais qui m'a donné vraiment un bon bagage pour continuer ma carrière. C'est quoi, tu penses, les erreurs qui te viennent en tête que tu as faites, que tu te rappelles, que tu dis ouf? C'est sûr qu'en partage, je veux dire, je pense que je suis quelqu'un qui est bon avec les gens. Je veux dire, j'ai une bonne. J'ai beaucoup d'entre-gens, je suis bon avec les personnes, mais je suis pas le meilleur leader, je pense. Puis ça, je l'ai découvert de plus en plus. Je pense que je suis quelqu'un qui do the things, comme j'aime ça faire les choses, puis j'aime ça faire les choses à ma façon. Puis j'ai la difficulté des fois à laisser peut-être assez de place aux gens de faire eux-mêmes leurs choses sans devoir
commenter, donner mon opinion et compagnie. Fait que gérer des équipes, j'ai trouvé ça quand même difficile. Gérer des êtres humains, j'ai trouvé ça très... Puis c'est encore un de mes challenges aujourd'hui aussi. Je trouve ça complexe d'aller devoir justement gérer qu'est-ce que eux font qui, au final, à la fin, mes entraîneurs étaient plus qualifiés que moi. Puis ça, c'est une chose que je dis souvent, c'est pendant 10 ans, j'ai eu un petit peu une impression d'imposteur, sans me le dire à 100%, parce que je n'étais pas quelqu'un de très formé. Puis je réussissais beaucoup plus que beaucoup d'entraîneurs, même de kin, de gens qui sortent de l'université avec tellement plus de bagages que moi. Mais vu que j'avais une grande gueule, que je faisais des vidéos, que j'étais out there, j'étais capable d'aller chercher une base de clientèle que les gens rêvaient d'avoir au quotidien. Puis tu sais, je gagnais vraiment bien ma vie avec Projet Physique. La réalité, c'est que je n'étais pratiquement pas formé. Puis des fois, je me suis surpris à dire des choses que des entraîneurs sont venus me reprendre comme Sam. Tu dis ça, mais c'est pas legit. Un peu comme tu l'as dit, des coachs que tu as eu, des professeurs. C'est un milieu comme ça de beaucoup de désinformation et trucs. Fait que je pense que c'est un autre des challenges que j'avais. C'était, vu que j'avais un petit peu ce control freak-là dans l'entreprise et j'avais cette grande gueule-là, cette facilité devant des vidéos-là, j'ai été probablement pris au dépourvu à faire des vidéos avec de la désinformation, à mettre des gens vers certaines lignées dans mon entreprise sans être 100% sûr de quoi je disais au final. Fait qu'aujourd'hui, je peux avoir de l'introspection puis dire j'en ris aujourd'hui, c'est drôle. Mais je conseille vraiment aux entraîneurs de faire attention à ce qu'ils disent aujourd'hui, d'aller chercher évidemment des bonnes formations, puis de s'entourer s'ils veulent bâtir une équipe de gens qui font du sens. Parce que j'en ai eu des entraîneurs qui n'avaient aucune certification, puis on l'a vu rapidement. Parce que c'est un milieu où est-ce que tu peux réussir juste en étant motivant. Tu pourrais avoir 0 certification, tu pourrais juste être bon avec les gens, tu pourrais les mettre sur un tapis, leur faire perdre du poids, puis la personne t'aime pour le restant de ses jours. Tu peux être un entraîneur à succès sans avoir de formation. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que tu peux te permettre de dire des choses en vidéo autres si tu n'as pas réellement ces connaissances-là? Est-ce que tu as vu un article en ligne puis tu dis la même chose en vidéo? Ça a vraiment du sens? Il y a énormément de désinformation dans le fitness. Puis tu le sais aussi, la science évolue de plus en plus en même temps à chaque fois. Fait que je pense que c'est dans les gros challenges que j'ai eu avec Projet Physique, c'est de la désinformation, un manque d'envie de me renouveler aussi tout le temps. J'avais vraiment envie de faire de la gestion et un peu moins ça. Puis je me rends compte que c'était peut-être pas le secteur pour me fermer les yeux à « OK, je veux plus apprendre. Je vais me concentrer sur développer le côté business puis laisser les autres êtres humains être plus les cerveaux fitness. » Mais avec mes difficultés en leadership, peut-être, ça a été des bons challenges. Ouais, ben écoute, c'est sûr que je pense que tu peux te faire, comme tu dis, une introspection dans le passé, mais on fait cette introspection avec nos connaissances du présent, right? Ouais, 100%. Parce que, tu sais, je suis d'accord avec toi, puis je pense, tu sais, moi, je me rappelle ton contenu dans le temps, puis c'est vrai que des fois, tu pouvais en faire, puis tu avais des entraîneurs beaucoup plus, mettons, justement, des kinés que des fois, là, ils te ramassaient, puis tout. Ouais. Mais tu sais, l'affaire qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans le temps, le monde n'en faisait pas du contenu. Exact. Il n'y en avait pas de vidéo. Fait que, oui, mettons, tu dis 10 affaires, tu te trompes une fois sur 10, c'est grave. Ouais. C'est grave maintenant que l'information est trouvable, accessible, puis comme tu pourrais déjà te fact-check par ChatGPT, puis genre, t'aurais comme... Il n'y avait pas ça avant. Non, il y avait rien. Fait que c'était, tu sais, je pense que tu as quand même vraiment aidé beaucoup plus de monde que t'as nuit, tu sais. Je pense à 100%, je pense pas aussi... C'est même pas débattable. Ben, tu sais, il y a une différence entre faire des vidéos puis dire « Hey, guys, vous devez consommer du Winstrol pour perdre du poids. » Puis, tu sais, on s'entend, c'est pas dans cette lignée-là, mais c'est quand même... Je pense pas avoir jamais dit une information qui était assez wrong pour causer un dommage à la santé de qui que ce soit. C'est vraiment juste à un moment donné, juste comme je te dis, c'est un domaine qui mérite d'être continuellement comme updaté. Faut tout le temps que tu restes à l'affût. Si tu es vraiment passionné par ce milieu-là, faut que tu continues à t'updater continuellement. Tandis que de l'autre côté, de ce que je ressentais, c'est la flamme de la passion du fitness partait tranquillement pas vite parce que la flamme de la business, pour moi, grandissait. Puis tu me connais, OK, des années après, j'ai eu le podcast, mais tu sais, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait 1001 projets parce que je pense que c'est vraiment le milieu des affaires qui m'intéresse à 200%. Le fitness a été ma porte d'entrée, puis je suis encore énormément intéressé et passionné par le fitness aujourd'hui pour me garder en forme, puis mais vous ne me reverrez pas sur un stage demain, puis je ne vais pas faire de diète demain. Puis, tu sais, il y a une réalité de vie aussi qui a changé de mon côté, mais je ne regrette absolument rien, parce que c'est un domaine qui est vraiment, vraiment enrichissant, puis qui est le fun, puis que tu rencontres des belles personnes, mais c'est un milieu quand même qui...
peut être dangereux, comme on le dit, avec la désinformation. Et d'un autre côté, le plus gros problème que j'ai eu dans ce domaine-là, c'est le côté fake un peu. Le côté, justement, où est-ce que c'est beaucoup du paraître, où est-ce que c'est beaucoup... on suit des entraîneurs parce qu'ils sont en shape et non pas nécessairement parce qu'ils ont les qualifications. Parce que je veux pas, c'est ça, c'est du visuel. Fait que les réseaux sociaux ont rendu autant service aux entraîneurs qui ont aussi rendu un desservice à d'autres. Parce que des fois, de dire... Moi, je suis un entraîneur de performance. Ça ne veut pas dire que je suis sur le six-pack à l'année longue, c'est peut-être même pas dans mes objectifs ou whatever. C'est très possible que j'aille moins de clients que l'autre qui a 0 formation, mais qui est en shape sur le stock à l'année longue. Il y a vraiment un côté comme ça que je pense qu'on commence à avoir un chiffre positif là-dedans quand même aussi. Mais dans mes années, c'était ça. Puis aujourd'hui, je me relancerais demain dans un domaine comme ça. Je pense pas que j'aurais envie à tous les jours de me mettre en chest au miroir ou de ça. Comme, tu sais, il y a aussi une naïveté de jeunesse puis un plaisir à ça, à se montrer en shape et compagnie. Avec les années, je pense qu'il y a une maturité puis t'es beaucoup plus fier de montrer les résultats puis tes connaissances, les résultats de tes clients puis tes connaissances versus toi tout le temps te prendre comme ça. Mais comme je le dis, c'est des belles phases de jeunesse en même temps que je regrette absolument rien, mais qu'avec les années, je suis comme... Ouais, j'étais cringe des fois quand même. Ouais. Mais tu sais, ça a changé aussi. Tu sais, dans ces années-là, même, tu penses à comme Jersey Shore, les t-shirts Ed Hardy, le monde allait clubber, le monde font plus ça. Tu sais, la culture a changé, nos habitudes ont changé. Fait que tu sais, maintenant, les gens vont faire des progression pics où ils vont se mettre sur Instagram, mettons, en shape, mais c'est plus dans la même optique que ça l'était. C'est différent. Avant, c'était un peu... Ton Instagram, c'était un peu... Puis Instagram, même Facebook, là, Instagram, c'était pas tant là, dans ces années-là. C'était un peu l'étendue de ton compte Do You Look Good qui était les reliques de Tinder, on va se le dire. Tu sais, tu me suis, c'était quand même ça. Là. C'était ça le but. C'est une grosse affaire de date point. C'était carrément ça. Puis tu sais, pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important de souligner parce que tu sais, ce que tu me racontes là, moi, je l'ai vécu avec notre gym privé puis beaucoup de gens qu'on connaît en commun puis que moi, je connais. Mais le milieu de l'entraînement, de faire scaler une business, faut que tu sois passionné puis tu veuilles avoir les pieds dedans parce que, premièrement, c'est une entreprise de service. Puis, tu sais, moi, je le vis avec Limonade. Là, tu sais, je peux te dire, c'est tellement différent de Lift, au sens où Lift, je peux vraiment, logiquement, me faire une liste de qu'est-ce que j'aimerais déléguer, engager des professionnels, puis ils vont être capables de le réaliser. Une entreprise de service où il y a de la compétence, puis t'es la personne en arrière qui a eu ces idées-là, puis tu mets ça en place. Juste mettre des gens, puis laisser ça aller. Hey, ça prend toute une autre structure. Là. C'est pas pareil. 100%. En soi, je pense qu'une entreprise de service est souvent plus facile à partir. C'est pour ça que la profession d'entraîneur est le fun. Ouais. Tu peux te lancer à ton compte, tu n'as presque pas de coûts. Tu peux... Mais si tu veux te rendre un moment donné que tu as 30 employés en dessous de toi, tu as des gestionnaires qui ont des gens en dessous d'eux, qui gèrent des gens en dessous d'eux, good fucking luck. Là. 100%. Fait que je pense que ton tremplin, ce que tu as vécu, c'est normal. Puis là, à un moment donné, tu as juste... Un peu comme le Bernard Lermite, il faut qu'il change sa coquille. C'est comme, je suis plus capable de cette contrainte-là. Puis, tu sais, man, t'as un gym semi-privé, t'as du staff en dessous de toi qui travaille, là, sont comme semi-travailleurs autonomes. Là, ils se font une clientèle. Puis, là, à un moment donné, ils regardent combien tu payes versus combien tu vends. Puis, ils disent, ben là, je devrais avoir plus. Mais là, tu dis, Chris, je fais même pas une scène. Steve, tu me demandes ça. Là, ils partent à leur compte avec les clients que toi, tu as payé du marketing pour acquérir. Puis, là, à un moment donné, tu peux juste vivre ça un certain nombre de fois avant de dire, hey, tu sais quoi, I'm out. Ben, c'est vraiment ça, ou d'autres fois, tu le vois vraiment que ces personnes-là, je veux dire, encore une fois, chacun a son type de personnalité. Puis on le dit souvent, hein, il y a des qualités d'entrepreneurs qui sont innées. Il y en a qui se travaillent aussi définitivement. Puis je crois en ça. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent devenir entrepreneurs avec le temps parce qu'ils ont une petite coquille de cachet quelque part qui sort un moment donné, puis tout le monde peut shine ce côté-là éventuellement. La réalité, c'est qu'on en voit beaucoup d'entraîneurs qui sont faits pour faire du privé, semi-privé, pour faire des cours de groupe, pour être plus dans le relationnel que d'être dans la gestion. Parce que j'en ai eu des employés qui étaient géniaux avec justement leurs clients, puis que justement, ils ont vu ça comme, hey, je fais pas l'argent que toi tu fais quand tu vends le forfait, je fais la moitié, voire le tiers, whatever, comment tu le calcules, puis ils partent à leur compte, puis finalement, à ce jour, ils ne sont plus entraîneurs. Ah ouais. Parce qu'il y a vraiment quelque chose dans la gestion, dans l'acquisition de clients, dans le marketing, dans la création de contenu. C'est énorme quand même le genre de business que j'avais pu monter à ce moment-là parce qu'il y a tellement de branches à tout ça. Puis c'est pas tout le monde qui est passionné puis qui a une personnalité pour faire des vidéos non plus. Tout le monde, je pense, peut y arriver puis développer ce skill-là. Mais inné ou comme de même que tu pars une caméra puis tu peux le faire, ça prend beaucoup de travail. Mais après ça, c'est rendre ça, la distribuer, avoir de la visibilité, convertir, service à la clientèle. Et il y a beaucoup de choses qui viennent avant d'être en one-to-one avec ton client au final. Fait que je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler. Puis dans tous les cas, c'est voir qu'est-ce que vous êtes vraiment passionné par. Si pour vous, c'est l'entraînement à 100%, un petit peu moins la gestion
gestion, puis vous avez envie justement d'avoir des clients, puis de parfaire vos connaissances, puis à un moment donné, charger 120$ de l'heure, et rien ne vous en empêche. Moi, c'était plus un modèle de bulk un petit peu plus. C'était plus viser vraiment une grande quantité. Oui, avec des clients qui payaient quand même cher. Mais le online était du bulk un peu moins cher. Le privé, semi-privé était beaucoup plus premium avec des plus gros prix aussi. Mais moi, j'étais intéressé par la gestion. Moi, j'aimais ça rentrer du capital. J'aimais le marketing. J'aimais ça écrire à un client puis le convaincre d'acheter. J'aimais ça l'appeler. J'aimais toutes ces petites facettes-là. Jusqu'à entraîner, là, je me rendais compte, OK, je suis plus la bonne personne. J'ai aimé ça. Mais là, je suis rendu ailleurs. Je suis plus capable d'entraîner un client one-to-one. Je pourrais aller marcher sur le tapis à côté puis jaser, mais je te parlerai pas des trucs puis des choses parce que j'ai pas continué de m'informer de plus en plus. Fait que le domaine de l'entraînement, je pense, peut continuer d'évoluer dans plein de branches. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui, aujourd'hui, veulent être entraîneurs puis qui vont prendre un petit peu le même tremplin que j'ai pris plus dans la gestion aussi. J'en connais plein qui ont des centres puis des gyms puis qui n'entraînent plus aujourd'hui. Puis c'est génial. La seule réalité, c'est qu'il faut être honnête envers soi-même à un moment donné puis voir exactement qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est pas tout le monde qui veut être gestionnaire puis c'est pas tout le monde qui veut être entraîneur aussi. C'est peut-être de trouver un juste milieu. Il y en a qui c'est hybride, c'est entre les deux. Il y en a qui engagent un gestionnaire mais que c'est quand même leur business. Puis il y a plein de choses à faire pour scaler le domaine du fitness. Oui, absolument. Puis tu sais, juste en business tout court, comme tu disais, je pense qu'à un moment donné, il faut se faire une introspection, se demander on est dans quelle saison de notre vie. Quand on avait 20 ans, qu'est-ce qu'on avait à perdre? De prendre ces risques-là, de se dire je vais faire des choses inconfortables, au pire, ça ne marchera pas, puis je vais apprendre. Tu sais, si, par exemple, comme nous, tu es dans la trentaine, tu as des enfants, ben, maybe not, là. Tu sais. Fait que c'est de comprendre ça aussi, dépendamment dans la position que vous êtes. Vous vous voyez où dans 1 an, dans 5 ans, puis ça peut forger un peu votre approche de dire, ben, tu sais quoi, je vais être vraiment bon entraîneur. Peut-être, j'ai envie de créer du contenu sur les réseaux sociaux ou pas, mais moi, je vais être un employé, je vais avoir un salaire fixe. Je connais ma valeur, je peux aller chercher tant. Tu sais, nous, on en connaît. J'ai même pas mal d'invités du podcast, des ambassadeurs, mettons, de Lyft, qui engagent de nos étudiants à des salaires qu'eux-mêmes, ils auraient aimé se faire offrir, le 10 ans. Mais maintenant, le marché a assez évolué qu'il y en a des entraîneurs qui engagent. Mais pour ceux qui nous écoutent, puis j'ai de nos étudiants qui le savent, puis qui appliquent ces offres, puis qui nous font des suivis. Ça va quand même. C'est les plus belles offres d'emploi vont aller aux personnes qui se forcent le plus. C'est pour ça. Tu sais. Super. Écoute, je me suis mis les questions en ordre, fait que là, on en switch, là, mais. T'inquiète. Qu'est-ce que tu fais actuellement dans ton day-to-day? Parce que là, on a parlé du podcast. Ouais. Il y a Mindblow. Ouais. Tu as tout le temps été créateur de contenu. Je ne sais pas comment toi, tu le figure out dans ta vie. C'est comme un des créneaux que tu t'alloues, là, mais tu fais quand même de la création. En dehors de tout, des concepts, par exemple, sur TikTok, etc., qui te servent à tes business, mais c'est un temps que tu investis. C'est pour ça. Fait que peux-tu me décortiquer dans 1 mois toutes les choses que tu fais et tes rôles? Tu sais, je pense que de plus en plus, je me découvre comme étant un gars créatif. Comme j'aime beaucoup cette partie-là de moi où est-ce que j'ai toujours pensé que j'étais vraiment juste un gars de business. Puis de plus en plus, je me rends compte que ça fait tellement longtemps que je fais des vidéos puis des choses que ma créativité, c'est ça. Tu me verras jamais avec une guitare. Tu me verras, tu sais, mon dessin de chien à 3 jambes, tu sais, il est rough, là, tu sais, quand je suis avec les enfants, tu sais. Ma créativité, je pense, est en affaires, mais va beaucoup dans la création de contenu en tout temps parce que j'aime ça. Puis ça aussi, à un moment donné, ça va avec qu'est-ce qu'on fait de notre day-to-day, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Je sais qu'il y a tellement de gens qui sont pris dans des emplois des fois qui n'aiment pas. Puis je dis tout le temps, ben, si tu n'aimes vraiment pas ta job puis tu es pris dans un moment de ta vie où est-ce que tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu peux pas quitter. C'est ce qui est cool de l'entraînement, c'est que tu pourrais te lancer un petit side tranquillement puis tu sais, tu peux le scaler. C'est pas demain que tu te lances une compagnie de boissons énergisantes pendant que tu travailles je dis n'importe quoi là, chez Hydro-Québec, puis qu'à un moment donné, ça prend le dessus, puis c'est trop d'investissement. Versus l'autre, tu peux travailler 5 heures semaine, faire du privé, puis tu sais, scale up, puis il y a des possibilités. De mon côté, c'était vraiment comme, qu'est-ce que j'aime faire en dehors de la business, parce que j'aime ça travailler, puis j'aime beaucoup ça. Mais là, maintenant, j'ai des enfants. Fait que mes enfants ne vont pas prendre une grosse partie de mon quotidien en tout temps. Puis je le dis souvent, depuis que j'ai Maëva, ma plus vieille, j'ai changé mon horaire pour être capable de travailler beaucoup, mais être capable aussi d'être là pour les enfants parce que je veux pas être l'entrepreneur qui travaille comme je travaillais dans ma vingtaine, qui était du matin jusqu'à minuit le soir, péter sa vivance, puis de, tu sais, trop intense. Puis je veux être un papa équilibré, qui travaille fort pour donner un bel avenir à ses enfants, mais je veux être là pour mes enfants. Fait que moi, je me lève vers 5 heures, je travaille jusqu'à max 2-3 heures, puis après ça, je suis avec les enfants. Puis ça, c'est nouveau de
l'année passée. Parce qu'avant, des fois, je finissais à midi, 1h, me levais à 4h. Tu sais, ça a été très intense puis très difficile pour moi parce que je devais mettre cette priorité-là pour mes enfants parce que là, Maëva va à l'école, puis je la vois de moins en moins, puis elle veut moins me voir aussi, puis elle veut voir des amis. Puis fait que je suis comme, OK, ça s'en vient le jour où est-ce que, genre, ils vont être dans leur chambre, la porte fermée, puis que papa va prendre un petit peu plus le bord. Fait que je profite des années que j'ai là en ce moment. Fait que ça a été une décision que j'ai prise parce que j'ai beau aimer travailler, j'ai beau avoir beaucoup d'ambition, je peux pas accepter de perdre ce temps-là avec eux autres. Et ça me ramène à la création de contenu, je peux pas accepter de juste être quelqu'un qui fait ses business sans nécessairement, dans le sens où tu sais comment il y a des tâches des fois qu'on n'aime pas nécessairement faire. Tu es un peu comme moi, on est très autodidacte, on est bon à beaucoup de choses. Est-ce qu'on est les meilleurs à toutes? Non, pas du tout. Mais ça fait des fois qu'on met beaucoup de différents chapeaux au quotidien. Puis je me rendais compte à un moment donné que, OK, je valse entre les projets parce que j'ai ce besoin créatif-là en tout temps. J'ai besoin d'être stimulé. Puis ça, c'est ancré en moi. Puis je pense pas que je serai jamais capable de l'enlever. Mais là, je me fais plus vieux, je suis un peu plus fatigué depuis que j'ai les enfants aussi, donc je peux plus lancer un projet à gauche, à droite en tout temps. Fait que depuis 2 ans, j'ai fait le ménage, j'ai vendu projet physique, j'ai juste le podcast puis Mindblow pour la création de contenu. Puis la création de contenu, c'est comme mon échappatoire. C'est comme, oui, tant mieux si ça donne de la visibilité à Mindblow, tant mieux si ça en donne au podcast, tant mieux si je fais une collab qui me rapporte de l'argent ou whatever. Mais c'est comme mon mix entre être plus vu, être plus connu, être plus crédible, mais de l'autre côté, avoir du plaisir aussi. J'ai des vidéos, des fois, que je fais qui, des fois, performent, des fois, performent pas, mais j'ai réellement du plaisir. Puis si tu me demandes, mettons, demain, je perds tout, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est juste du vidéo. Ah ouais? Je serais sûrement en podcast à toutes les semaines, je serais sûrement encore plus à faire des vidéos, je serais sûrement un YouTuber. Je pense vraiment que j'aime ce côté-là, puis que dans une autre vie, je serais animateur à la télé, ou j'aime vraiment beaucoup ce médium-là. Fait que voilà, c'est un peu ça mon quotidien qui est vraiment mixé entre beaucoup de travail, mais je commence à être plus en contrôle de mes horaires où est-ce que des fois c'est très décousu. Là, j'essaie de me donner des temps. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à bloquer dans mon horaire 1 heure, puis là, c'est juste ça, à part quand je suis en podcast parce que j'ai pas le choix. Mais comment on fait juste des courriels? Les distractions, ils vont vite. Fait que je commence à m'améliorer là-dedans. Ça me fait rire que tu dises ça parce que, tu sais, on connaît du monde, puis tu sais, des fois... C'était comme la mode plus, là, une couple d'années, là, t'allais sur YouTube, des vidéos, comment améliorer ma productivité. Ouais. On voulait comme tout optimiser. Là. Puis là, genre, OK, tu te bloques ça, tu fais ça. Hey, tu devrais voir mon horaire. Si j'ai pas un rendez-vous, c'est vide. J'y vais sur qu'est-ce que je file, puis tu sais, un peu priorité, mais sinon, ça me rend fou. Là. Je regarde du monde avec, tu sais, puis mettons, Isabelle Bonin, notre amie, je la salue, là, comme son oreille, genre, je fais juste le regarder, puis je suis comme, nope, I'm out. Genre, je veux mourir, là. Mais j'avais tellement aimé mon podcast avec elle parce qu'elle m'a tellement ouvert les yeux sur des choses. Tu sais, elle était full économe, il faut ça. Puis je suis comme, tu sais, on est tout le temps dans le mode plus. Puis là, elle faisait des choses, puis je suis comme, je suis tellement de même, là. Comme, là, en ce moment, j'ai envie de changer mon truck, puis je suis comme, pourquoi? Ah. Il y a tellement des choses comme ça qu'elle m'a réveillé sur certaines choses, mais pour revenir justement à la gestion du temps, tu sais, j'ai commencé à essayer de me faire les petits cadrans, là, importants, urgents, pour essayer quand même de dire, OK, il y a quand même des choses qui sont urgentes. Puis que c'est là qui est difficile, des fois, quand tu es maître de ton horaire, c'est, il y a des choses que tu aimes faire. Puis comme je dis, à longueur de journée, je ferai des vidéos où je ferai peut-être de la vente, des trucs de même. Des choses bien plus urgentes que j'ai pas le choix de faire encore où est-ce que j'en suis avec la business qui éventuellement peut-être sera déléguée. Fait que c'est un gros combat quotidien dans la gestion des tâches et des trucs pour scaler une business de boisson énergisante qui est comme quand même un gros défi. Puis le podcast puis la création de contenu sont mes échappatoires qui, tant mieux, comme je te dis, donnent du momentum puis de la visibilité puis des contacts puis tout ça pour mes différentes entités. Mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à le faire. Fait que ça, c'est quand même important pour moi aussi. Ouais. Puis, tu sais, tu parlais de ça, tu commences à 5 heures le matin. Mettons, tu commences à travailler à quelle heure? 7. OK. Fait que, mettons, de 5 à 5h30, là, c'est le petit réveil douche froide des compagnies. Puis, ouais, je suis quand même un gars de classique routine, là, gros bat, c'est ça, là. Mais tu sais, mettons 7 à 3, ça donne l'équivalent d'un 9 à 5. Fait que tu fais t'as un horaire qui, ben, c'est clair que tu dois checker peut-être tes courriels le soir pareil. Puis mais n'empêche que là, tu fais grosso modo un 40 heures. Ouais, ça va. Je travaille des fois le samedi, un peu le matin. Tu sais,
Le toi de 20 ans entendrait ça puis il capoterait, il dirait c'est impossible de faire tout ça en 40 heures, on s'entend. C'est quoi tes trucs? Comment tu fais pour être productif puis avancer dans une compagnie de boissons énergisantes que, by the way, pour ceux qui nous écoutent, quand tu m'avais dit je vais faire ça, j'ai dit t'étais un esti de malade. C'est s'il y a une affaire dans quoi tu peux te lancer qui est le plus difficile en entrepreneuriat, d'après moi, c'est les consommables en boisson. Ouais. Probablement la catégorie boissons énergisantes ou genre ish, là. Tu sais, ça demande... c'est ça. C'est un gros défi. Puis d'arriver à le faire sans avoir tu sais, le réflexe qu'on avait peut-être plus jeune de se dire, OK, ben je vais compenser avec mon temps. Ben là, t'as plus cette ressource-là. Comment tu fais pour arriver à, tu sais, avoir une progression puis gérer ça, tu sais? On va quote Nike là-dessus. Just do it. Je pense que c'est vraiment ça le mot, dans le sens où est-ce que je pense que c'est là que vont shiner certains traits de caractère que j'ai de jamais lâcher, jamais abandonner. Tu sais, mon histoire, tu sais, je veux dire, je pense que dans le temps, comme tu l'as dit, la valeur du temps était différente. L'énergie, les trucs aussi. Il n'y avait pas d'enfants qui m'attendaient. Il y a eu une époque où je n'avais pas de femmes qui m'attendaient non plus. Donc, c'est la réalité de je pouvais juste être all-in en tout temps. Là, la réalité, c'est un horaire vraiment diminué, des gens qui m'attendent, des responsabilités qui m'attendent. Comment est-ce que je peux le faire? Je dois juste le faire, honnêtement. Fait que je pense que je vais toujours être satisfait de mes journées, puis ça aussi, je travaille là-dessus. Comme je te dis, le fameux cadran que je t'ai parlé, c'est des tâches. Si j'ai une journée que j'ai 5 podcasts ici, je me sens pas fulfilled. Puis ça, je travaille là-dessus de dire comme, tu sais, t'as fait quand même de quoi que t'as... Parce que t'as pas coché des tâches dans Mindblow, mettons. Parce que j'ai coché podcast. Tu sais, tu comprends? J'ai cette difficulté-là encore à avoir qualité versus quantité. Puis de dire des fois, est-ce que de faire 8 tâches devant mon ordi, puis d'aller versus un dîner d'affaires qui me fait peut-être signer un deal de malade mental, je vais sûrement me sentir moins fulfilled au deal qu'à mes 8 tâches non importantes de l'ordinateur. J'ai un petit problème mental de quantité versus qualité, puis ça, je travaille très, très fort là-dessus. Fait que je pense juste que tous les jours, j'en fais énormément. Puis là, c'est de voir comment est-ce que je peux commencer justement à quantifier, parce que tu peux faire 3 tâches urgentes, importantes, qui vont faire toute la différence pour ta business versus en faire 45 qui sont pas si importantes. Puis c'est ça, des fois, quand tu es entrepreneur, mais quand tu es aussi, comme je l'ai dit tantôt, maître de ton horaire, qui est difficile à gager. Parce que peut-être que moi, mon talent, puis le plus important pour moi dans Mindblow, c'est peut-être de faire un podcast par jour pour connecter avec une personne, puis d'avoir la visibilité sur les réseaux, puis de faire une vidéo YouTube au complet, puis d'aller à un dîner d'affaires. Peut-être que moi, c'est pas de setuper les codes promo de la journée, puis avec mon employé qui fait les médias sociaux, de faire le meeting. Mais il y a quand même aussi un moment donné dans les business, une espèce de grand saut entre être une petite PME, puis être une grande entreprise, puis être un esti d'empire ou quelque chose de comme, tu sais, il y a ta capacité, il y a ton manpower, il y a tout ça un moment donné qu'il faut aussi que tu prennes en considération. Est-ce que Mindblow, dans le type de business que c'est, tu dois, en tant que PME, la gérer comme si c'était une grande entreprise. Parce que tu es tellement contre des gros compétiteurs que tu dois tout le temps faire un petit peu plus. Fait que tu te ramasses à avoir très peu de manpower qui mettent beaucoup de chapeaux différents aussi. Fait que je te dirais, c'est vraiment juste, peu importe la quantité d'heures que j'ai à mettre, je vais juste le faire. Je vais juste réussir à le faire. Puis si j'y arrive pas, ben, je vais me lever à 5 heures le samedi, puis je vais le faire quand même aussi. Fait qu'on est encore dans une era de se donner à 200%. Éventuellement, le but, c'est de se donner à 100%. Donc, de trouver quelque chose qui est comme, OK, le samedi matin, j'ai le droit de prendre un congé puis de relaxer avec les enfants. Puis je sens que ça s'en vient définitivement. OK, parce que là, des fois, tu travailles la fin de semaine. Ben, quand je dis je travaille, c'est que je vais me lever à 5 heures. Mettons, le podcast est souvent quelque chose que, tu sais, j'ai quelques petites tâches à faire ou quelque chose. Fait que je vais me garder ça pour le samedi matin de 5 à 8 heures. Okay. Je me lève. Fait que tu fais un 43 heures semaine. Mettons. Mais je t'écoute parler, fait que, tu sais, ça me fait arriver à la conclusion que cette productivité-là, c'est de relever ces énormes défis-là, puis en plus, tu en as multiples. Non seulement tu as Mindblow, tu as le podcast, tu fais du contenu, puis tout. Tu y arrives en moins de temps comparé à avant parce que tu priorises mieux. Oui. Qu'est-ce qui est important. Ouais. Puis pour ceux qui nous écoutent aussi, je pense qu'une trap dans laquelle c'est facile de tomber. Tu sais, quand tu fais ta liste de tâches, tu peux dire, OK, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important, mais il y en a un qui peut prendre 90 heures, puis il y en a un qui prend 15 minutes. Tu sais, moi, je me rappelle plus jeune, des fois, j'étais comme, tu sais, mettons, pour des niaiseries des fois, mais tu sais, qui te rend anxieux, genre,
je sais pas, faudrait que j'appelle à la banque, ouvrir un compte ou une affaire que c'est comme, tu sais, faut que tu fasses, puis c'est comme, ça devrait être la première affaire. Comme c'est même pas, c'est ridicule que ça te stresse, mais c'est juste appeler une institution financière ou comme le gouvernement, Revenu Québec, une affaire, puis là, t'es comme, je vais être en attente. Puis là, tu le fais pas, tu fais des courriels, genre, c'est débile. Ouais. Mais dans ta to-do, il y a genre faire un projet qui va prendre 3 mois, il est important. Ouais. Mais il est l'équivalent de 90 tâches que tu n'as pas vraiment divisées. Fait que je pense que c'est peut-être aussi avec l'expérience que les deux on est rendus, on arrive à faire cette liste de priorités-là beaucoup plus facilement, intuitivement quand on était jeune. C'est que les deux, on a des types de personnalités qui se ressemblent beaucoup, mais il y a des personnes qui nous écoutent qui, eux, sont dans l'organisation, dans la structure malade mentale, puis j'en ai des employés comme ça qui sont motivants à voir aller tellement qu'ils sont structurés. Moi, je le suis pas. Puis je suis juste honnête avec ça, puis je le suis pas. Qu'est-ce qui m'a aidé depuis 2025? C'est à réduire ma liste de tâches. Donc oui, j'ai peut-être une liste de tâches globale qui est genre mon game plan, là, qui est comme, OK, dans le premier trimestre, dans Q1, j'ai tout ça à accomplir. Mais est-ce que c'est ça que j'ai à accomplir lundi, le 15 janvier? Non, le 15 janvier, j'ai une feuille à elle-même, puis j'ai 3 tâches urgentes, j'ai 3 tâches non urgentes, importantes, j'ai 3 appels ou emails, puis j'ai un petit brain dump, j'ai des affaires à faire. Ça m'a beaucoup aidé à faire comme... Tu sais, quand j'ai dit tantôt la quantité versus la qualité, si j'ai une liste de tâches de longue puis que j'en fais 3, on dirait que c'est 3%. Wow. Versus si je réussis à clencher ma feuille est faite. J'ai commencé comme ma journée. Feuille physique, t'as comme un notebook? Ouais, je me suis fait un daily plan, là, puis je l'imprime à tous les jours. Tous les jours, je l'imprime, puis ma journée commence à 7 heures que je dois le remplir. Le mieux serait de le faire la veille. Des fois, tu fais ta journée, tu penses à des choses pour le lendemain, ce serait le best. Je travaille là-dessus. Mais quand je fais ça, puis que je suis capable de finir ma feuille, il y a un fulfillment qui sent. Je sens que j'ai accompli ça. Puis l'objectif avec ça, c'est de se dire à un moment donné, OK, mettons là, que tu réussis à finir tes choses là, à midi, là. Est-ce que tu peux t'en crisser de dire que tu peux te réserver un terrain de tennis avec ton chum puis aller jouer puis de te réussir à accomplir ta journée? Cook. 100%. Mais tu sais, mon chum Mike aussi avec qui j'y vais, mais de dire, il y a ce côté-là aussi de l'entrepreneur qui est comme never enough. À un moment donné, il faut que ce soit enough. Parce que je vais dire la phrase que je dis dans chacun des podcasts que je t'ai invité, c'est si toi, tu te priorises pas, tu prends pas soin de toi, t'es pas à 100%, tu vas tout scraper autour. T'es pas à 100% pour tes enfants, pour ta femme, pour ta job, pour tes employés, pour tes amis, pour personne. Fait que si toute la semaine longue, je fais juste penser à la job, puis à mes enfants, puis à ma femme, puis jamais à moi, un moment donné, puis ça peut aller jusqu'aussi loin que les gens qui ont de la dépression. J'ai la chance de pas avoir vécu ça depuis des années, mais on le sait que l'épuisement professionnel, c'est ça quand même. Fait que de dire, qu'est-ce que je peux faire un moment donné pour me récompenser? Ça, ce processus de récompense-là, là, de dire, hey, moi, j'aime ça aller au cinéma tout seul. Je suis rendu 30 ans, j'aime ça aller au cinéma tout seul, Vic. OK. Fait qu'un vendredi, des fois, je finis à midi, puis je m'en vais écouter un film en anglais à Laval, puis après ça, je m'en vais chez les enfants, puis tout. Mais j'ai été voir un film, puis ça va être comme, holy fuck. J'ai mérité d'être là, puis je dois le mériter, par contre. Mais je l'ai fait, j'ai fini ma to-do, puis je me suis payé ça, sinon c'est d'aller jouer au tennis ou de quoi de même. Fait qu'il y a ça aussi qui est important, de se donner des récompenses pour recharge the pill un peu, là, recharger la batterie. Je pense que c'est important. Puis c'est là que je te dis d'avoir moins équivaut plus des fois. Fait que moins de tâches équivaut des fois à mieux gérer ça. Ah, je te comprends. Tu vois, un truc sur lequel je suis tombé, c'est que, tu sais, on en parlait des fois, là, une couple d'années, toi, t'aimais bien jouer à Assassin's Creed, tu sais, puis à un moment donné, c'est comme, man, ça fait 8 ans que j'ai pas joué à un parce que, crime, j'ai pas le temps. Mais, tu sais, moi, je porte un Whoop, ça fait 4-5 ans. Puis il y a eu, mettons, il y a 2 ans, à un moment donné, je me suis dit, hey, je me désabonne dessus. Puis là, j'avais réalisé que j'avais comme prépayé 2 ans d'avance. Fait que je suis resté abonné. Puis là, ils ont sorti une nouvelle feature. Puis j'ai commencé à plus m'intéresser. Au début, je l'utilisais pour plus être optimal. Puis avec le Whoop, j'ai découvert vraiment l'effet de l'alcool. OK. Genre, tu prends un verre puis ça a décalé, c'est comme si tu dormais pas de la nuit. Fait que là, ça m'a vraiment aidé à comme plus consommer, même si j'avais aucun problème de consommation, mais genre 0, mettons. Je bois 2 fois par année, genre à Noël puis ma fête, mettons. OK. Mais le stress. J'ai réalisé un moment donné, j'ai gamé. Mon stress, tu sais, comme il est tout le temps genre de même, puis des fois il baisse, tu sais. Ça plancher à terre. Comme Zéro. C'est comme, ça a tellement, tu sais, puis des fois, mettons, je vais regarder la télé avec ma blonde. Okay. Moi, écoute, peut-être que je suis fou, puis les gens, ça leur fait pas ça, mais ma blonde, elle aime beaucoup les télé-réalités. Fait que, mettons, tu sais, OD, ou, tu sais, on en écoute en anglais, là. Mais j'ai réalisé que moi, ça me stresse parce que t'es engagé puis t'en veux au monde. Tu sais, c'est fait pour ça. Tu sais, c'est comme, voyons, il est donc bien épais. Puis là, tu jases de ça. Mais c'est comme, j'ai réalisé que, tu sais, tu fais une activité comme ça qui est vraiment genre du brain dump. Là. Tu te dis, hey, je désactive mon cerveau. C'est pas vrai. Ouais. Puis,
tu sais, je vivais de la culpabilité de me dire, hey, gamer, c'est-tu loser comme passe-temps? Tu sais, c'est comme, Chris, ça sert à rien. T'es comme, tu sais, je passe même pas du temps avec ma blonde. Mais quand j'ai vu à quel point ça avait droppé mon stress comparé à n'importe quoi d'autre, j'ai jamais trouvé une activité autant que c'était ça. Ça m'a fait réaliser que, hey, peut-être qu'à un moment donné, 2 heures par semaine, puis là, ceux qui nous écoutent, ça peut être 2 heures par jour pour toi. Tu sais, vas-y avec ta logique, là. Je dis pas ça en voulant dire que. Ou toi, aller écouter un film, tout ça, ça serait intéressant qu'à un moment donné, t'emportes un moniteur tu sais, ça mesure plusieurs métriques pour t'arriver à un stress. C'est comme ton battement cardiaque, puis la variabilité, puis tout. Mais moi, ça m'a vraiment aidé à me déculpabiliser puis trouver des moments pour ça parce que je sais que je recommence le lundi. Ouais. Puis si j'ai eu des moments comme ça, je me sens juste vraiment mieux. Je rentre, puis on dirait, je sais pas, si ton stress, les semaines que je le sais que j'ai, tu sais, mon stress, il a jamais baissé parce que, whatever, t'as une période, justement, tu sais, mettons, on en parlait off-cam avant, mais tu sais, tu peux vivre des périodes en entrepreneuriat, des fois, que les finances, c'est tough. Ça, c'est, tu sais, ça te lâchera jamais jusqu'à temps que le problème est réglé. Des fois, ça peut durer 6 mois, là. Ouais. Que t'es fucking dans le cut-off, tu te réveilles cortisol, tu dors cortisol. Tu sais, comme, ben, je peux te dire que même si ces semaines-là que je vivais ça, je pouvais mettre plus d'heures que jamais. J'étais jamais aussi fonctionnel. Puis j'haïssais ma vie comparé à ça. Fait que, tu sais, c'est des outils, mais je peux comprendre pourquoi tu apprécies autant. Je sais même pas si c'est l'expérience du film que peut-être c'est un moment où tu arrives à t'immerser puis vraiment que là, ton corps, il fait comme, hey, c'est genre, on déconnecte. Parce que au moment, tu dis ça, puis on dirait que c'est ça que je ressens. Je serais curieux de voir c'est quoi mon cortisol quand j'écoute le hockey ou mes animés ou whatever. Là. Mais j'ai un plaisir à juste me permettre d'aller au cinéma tout seul, pas m'inquiéter si ma femme n'aime pas le film à côté ou rien, pas parler à personne. Je suis juste dans ma bulle. Puis Maintenant, je comprends les pères qui vont voir des films tout seuls. Mon père faisait ça, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, je suis rendu à cette étape-là, moi aussi. Ouais, un vrai échappatoire, parce que c'est vrai, tu sais, comme tu dis, juste le fait que tu t'inquiètes que l'autre personne aime ça, puis tout, ben, t'es comme plus dans le film, tu sais. Exact. Mais tu sais, moi, mettons, le tennis, c'est quelque chose qui m'amène ça parce que quand t'es entrepreneur, t'es passionné par ta business. Fait là, tu vas aller jouer au tennis. Là. Oui, parce que quand je suis en business, moi, je pense à ça du matin au soir. Non pas parce que j'ai envie de penser à ça du matin au soir, mais c'est ça. Quand tu as un 9 to 5, c'est parfait de pouvoir à 5 heures dire c'est fini, je vais aller penser à autre chose parce que c'est ma job, mais c'est pas ma business, tu comprends? Moi, j'y pense all the time, puis il arrive de quoi all the time, puis j'ai un appel all the time, puis c'est correct comme ça parce que j'ai choisi ça, puis j'aime ça. Quand je joue au tennis ou à un autre sport ou quelque chose, mon but, c'est de gagner. Je suis un compétitif. Fait que quand je vais jouer avec Jay Fitcook ou whatever qui, mon but, c'est d'y crisser dans un coin puis d'attitude. Fait qu'à tout ce que je pense pendant ce 1 à 2 heures-là, c'est à la crisser d'un coin. C'est je pense à ma balle, je pense à rien, en fait. Je pense juste à où la balle pour que je la tape. Puis ça fait vraiment du bien aussi d'être capable de faire le vide parce que dis-moi pas d'aller au spa finlandais faire le vide. Je vais là-bas, puis après 1 heure, je suis écœuré parce que si je fais pas chaud-froid, comme moi, c'est un défi là-bas. Là. Il n'y a absolument rien que je relaxe sur place là-bas. Dis-moi pas d'aller m'immerser 3 jours dans un chalet puis faire du yoga. Puis je suis pas comme ça. Je suis hyper actif. Mon cerveau, il roule tout le temps. Puis peut-être que ce serait positif pour la business d'aller faire de l'introspection puis d'écrire puis de tout ça. Mais de me déconnecter, il n'y a absolument rien comme pour moi faire un sport ou écouter un film ou quelque chose du genre. Même en voyage, je ne réussis pas à le faire encore pour l'instant. Ou est-ce que oui, je réussis à avoir du plaisir puis à un peu déconnecter. Mais tu y penses quand même tout le temps à ta business. Ouais. Je pense que le repos, ça s'exprime de différentes façons. Tu sais, comme tu dis, mais moi, j'adore aller au spa finlandais, mais je peux dire que ça fait pas le vide dans ma tête comme d'activer mon cerveau à faire autre chose. Tu sais, puis par exemple, gamer ou écouter un film qui est captivant, je pense pas que c'est autant reposant pour ton cerveau parce que tu restes concentré. Exact. Mais pour ta santé mentale, puis peut-être ta baisse de cortisol ou whatever, le corps, c'est tellement compliqué. Il faut mettre Kevin Arsenault. Ouais, c'est ça. mais en tout cas, bref, vraiment fascinant. Puis, OK, là, j'aimerais ça, avant qu'on saute dans Mindblow, qu'on parle du podcast, parce que là, on parlait du podcast, puis oui, il y a un aspect créatif, mais je veux en parler pendant que je t'ai, parce que il y a quelque chose que les gens réalisent pas, puis que toi, tu as réussi à faire, puis que s'il y a bien une personne qui allait le faire, c'était toi. Mais le podcast, tu fais de l'argent avec ça. Ouais. C'est pas juste, hey, c'est le fun, je fais un podcast. Hey, Sam, il y a un podcast, puis tu sais, tu le monétises, fait qu'en même temps, tu as des intérêts financiers et tout à le faire. Fait que, mettons que tu pars à zéro, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un podcast, premièrement, puis comment t'es tombé sur le nom? Parle-nous de la source de ton podcast. À la base, j'avais un podcast qu'on avait, je pense, Entraîneur en feu ou Académie des entraîneurs. On avait un podcast un peu pendant ce temps-là. Fait que j'avais déjà un petit peu d'expérience d'animation. Ouais, exact. Fait que j'avais un petit peu d'expérience d'animation déjà. Puis comme je l'ai dit, ça fait
15 ans, je fais des vidéos, si c'est pas plus. Je veux dire, j'avais 12 ans, mais ça fait 18-19 ans, que je faisais des vidéos avec mes frères en niaisant puis en imitant genre les cailloux roches, ces affaires-là à cette époque-là. Je veux dire, tu sais, j'ai toujours aimé faire du vidéo. Fait que j'ai beaucoup d'expérience. J'ai fait de l'art dramatique, j'ai fait du théâtre. Fait que le podcast est venu quand, avec TikTok, c'est longtemps TikTok, j'étais comme Chris, je comprends pas comment ça fonctionne cette plateforme-là. Jusqu'à là que je l'utilise un peu comme pas comme un journal, mais comme une partie de moi qui est sans filtre. Fait que j'ai parlé du fait que j'ai fait de la prison, j'ai parlé de toutes ces histoires-là, puis j'ai vu un intérêt des gens plutôt qu'un jugement. Et je me suis dit, OK, les gens sont ouverts à des sujets controversés, à des sujets qui sortent de l'ordinaire et compagnie. Fait que à ce moment-là, je travaillais avec Max, que je salue d'ailleurs, qui a lancé ce projet-là avec moi du podcast, qui était comme, pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas des invités pour parler de leur parcours atypique? Fait que des fois, ça peut être beaucoup en business, mais aussi, on a reçu un thanatologue, on a reçu des gens avec des expériences de mort imminente, tu sais, de la drogue, on a parlé de beaucoup, beaucoup de sujets controversés. Puis, je me suis vraiment surpris à aimer le Samuel qui écoute plus versus qui parle. J'ai une grande gueule, j'aime ça être ses podcasts, j'aime ça parler de mon histoire, etc. Mais je travaille beaucoup mon écoute. Donc, l'animateur, je fais des entrevues, je pose mes questions, puis après, j'écoute. Puis des fois, j'ai des podcasts que je parle beaucoup, des fois, j'ai des podcasts que je parle pas beaucoup. Puis j'ai trouvé vraiment un médium comme ça que je peux faire shiner d'autres personnes tout en me faisant shiner moi aussi, veux pas. On a des super belles bases d'auditeurs qui reviennent à chaque semaine. On a de la belle visibilité. Et ben, je fais rien sans le traiter comme une business. Fait que comment est-ce qu'on peut le monétiser en plus? Ben, pourquoi pas lancer justement comme ça des sponsors pour le show qui vont avoir aussi de la visibilité, qui vont apprécier le concept justement qui sort de l'ordinaire. Fait que c'est vraiment comme ça, quand on a dit quelque chose qui sort de l'ordinaire, podcast pas ordinaire, ça a comme résonné assez rapidement. Puis je me suis lancé ça comme dans le vide, nowhere. Juste, on va faire une couple d'épisodes, puis on verra. Puis tu sais, je pense que c'est deux podcasts sur 3 qui meurent avant 10 épisodes, quelque chose du genre. La statistique est assez rough. Puis je te dirais qu'après les 10 premiers épisodes, on avait déjà un premier sponsor. Puis c'était comme, OK, on est sur quelque chose. Je veux pas donner la mauvaise statistique, là, mais si c'est pas 99% en 20 épisodes, c'est vraiment proche. Parce que souvent, les gens m'en parlent, puis je dis, hey, je te donne un défi, là, parce que moi, le monde m'en parle, comment ça marche, le studio, le louer, j'aimerais ça partir un podcast. Je dis, OK, mais si tu le fais, ton objectif, c'est 20 épisodes, parce que tu es dans le top 1%. Ouais. Je suis pas mal sûr, c'est ça. C'est 99% ne se rendent pas à 20. Puis tu sais, 20, tu te rappelles, je pense que tu avais reçu Derek de Poche et Fils. Ouais. Je parlais avec lui récemment parce qu'il s'est lancé un podcast en bourse. Ouais, puis là, il a comme affiché, il était 19e la semaine passée au Canada en 33 épisodes. C'est malade, là. Ouais. Puis là, comme, en tout cas, bref, lui aussi, il était chercher des bons sponsors, Banque Nationale, puis tout. Mais c'est beaucoup plus réaliste qu'on pense. Par contre, j'ai tout le temps trouvé que c'était normal que toi, tu aies fait de l'argent parce que, justement, les gens, des fois, ils vont mettre le podcast dans la to-do list puis ils le traitent juste comme un crochet. Il y a beaucoup de choses que tu fais bien, tu mets beaucoup d'amour dans ton podcast ou, tu sais, même, t'as engagé du staff, faire des affaires. Premièrement, si tu avais à, mettons, te donner des petites étoiles d'honneur. Qu'est-ce que tu penses qui a fait le succès du podcast en partant puis qui a comme... C'est sûr qu'on a été chercher de la grosse qualité d'inviter dès le départ. Je veux dire, j'ai eu la chance avec Max d'avoir des bons contacts. J'ai eu la chance, maintenant avec Christine, mon adjointe, de faire beaucoup de très, très bonnes recherches aussi. Donc, je pense qu'on a juste été chercher le plus possible la crème de la crème en tout temps. Puis je dis pas que c'est ce que les gens doivent faire dans un podcast. Chacun a son style de podcast aussi. Moi, je suis un amateur de crime stories, ces affaires-là. Donc, les podcasts-là, tu peux être tout seul ou avec quelqu'un puis parler de l'histoire. Puis c'est pas une entrevue comme moi je la fais aussi. Fait un podcast que tu es toujours seul à parler de sujet, je pense que ça peut être un gros défi quand même parce que tu dois vraiment capter l'attention des gens. Puis tout dépend, tu fais ton podcast pourquoi? Tu sais, je veux dire, si vous le faites pour les étudiants, pour les gens autour, pour créer de la visibilité, mais en même temps pour continuer d'enseigner puis d'éduquer, d'offrir du contenu premium pour ces gens-là, ça a tout son sens. S'il y a d'autres personnes que c'est vraiment juste pour un loisir, vous allez voir que c'est un loisir qui coûte quand même cher assez rapidement aussi. Je veux dire, c'est le fun. Puis c'est cool, puis ça te passionne, go for it. De l'autre côté, moi, c'est beaucoup d'heures investies que j'ai d'autres projets à faire en même temps. Donc, j'ai besoin qu'ils soient rentables assez rapidement. Donc, c'est pour ça que rapidement, on a été juste
100% transparent avec nos sponsors, dans le sens où c'est une business. Fait qu'on leur mentionne c'est quoi les stats, on leur mentionne ce qu'on peut faire pour eux. J'ai la chance d'avoir créé une visibilité pour moi personnelle aussi. Fait qu'est-ce que Samuel au personnel peut venir combler comme peut-être manque dans certains sponsors, comme une visibilité? Est-ce que tu fais comme une liste de livrables que tu vas dire, écoute, je t'inclus ça. Moi, personnellement, de mon compte, je vais t'inclure telle visibilité ou telle plus. Fait que tu arrives à faire un deal en vendant plus qu'une chose dans ta liste qui serait comme... Exact. Juste après, un spot dans le podcast. C'est une question de relation aussi. J'ai reçu, la majorité de mes sponsors aujourd'hui ont eu une personne qui est venue sur le podcast dans le passé aussi. Donc, il y a des relations qui se bâtissent avec des humains où est-ce que juste de faire un épisode puis après de plus se parler jamais, OK, j'ai peut-être quelques invités comme ça qu'on n'a pas nécessairement gardé contact, puis c'est correct aussi. J'en ai d'autres qu'on s'écrit pratiquement à chaque semaine. Je pense vraiment qu'il y a une relation à bâtir comme ça dans un podcast, puis qu'en même temps, la personne a vu l'expérience que tu as, fait une pré-entrevue avec ton adjoint, puis après ça, il vient ici, t'es reçu, t'as des cadeaux aussi, qu'on donne des cadeaux à nos invités. On a des sponsors qui donnent des cadeaux à nos invités aussi. Tu sais, mon but au complet, c'est que ce soit une expérience. Fait une expérience visuelle ou auditive pour mon auditeur, mais une expérience aussi pour mon invité qui vient, qui est comme, il se sent bien, il se sent prêt, il sait déjà un peu de quoi on va parler, il n'est pas stressé, il sent pas qu'il va se faire mettre au pied du mur non plus, il part avec des cadeaux. 100% du podcast est bâti pour que l'expérience soit fun pour tout le monde. Fait que tout le monde part d'ici de bonne humeur. En tout cas, c'est pas arrivé souvent que ça a été le contraire. Fait que je pense vraiment que si tu le deals comme ça, ton podcast, tu as la possibilité d'aller chercher des sponsors. Parce que oui, tu peux juste être super visible. Tu deviens viral, tu peux aller chercher des sponsors. C'est aussi simple que ça. Tu as la visibilité, il y a des gens qui payent pour ça. Il y a d'autres que les gens vont plus viser vers l'être humain ou l'entité en soi. Puis je pense que nous, on est plus là-dedans parce que j'ai des épisodes virals, j'ai des épisodes pas virals du tout, mais on a une qualité en tout temps qui continue. On a toujours un beau visuel, on a toujours un bel audio avec le studio qu'on a ici. On a toujours quelque chose qui fait qu'à chaque semaine, puis c'est à chaque semaine aussi, on a une récurrence. Fait que pour un sponsor, c'est le fun, c'est crédible, c'est professionnel. Les gens qui viennent... C'est tellement des invités de qualité que pour les sponsors aussi, c'est un shine pour eux autres en même temps. Fait que je pense juste que de le traiter comme étant une expérience, ça t'ouvre les portes à plein d'affaires aussi. Tu sais, quand tu t'approches un sponsor, tu fais-tu comme un coût par 1000 vues, comme impression? C'est-tu un CPM ou c'est une autre façon, tu essaies de faire un deal? Habituellement, on essaie d'une autre façon, dans le sens où justement, vu que des fois, ça peut varier, mais comme, tu sais, en général, on dépasse toujours 300 000 vues par mois sur les différentes plateformes, autant comme short que long form. Fait que, mettons, on a... Majoritairement short, j'imagine, là? Oui, définitivement. Je veux dire, quelqu'un qui écoute ton podcast pendant 1h30, comme... C'est malade la valeur que ça vaut, là. Exact. Ouais, c'est ça. Donc, on a des sponsors qui nous payent aux 1000 vues. On a des sponsors que c'est juste un deal par mois aussi. Fait que, habituellement, on vise le deal mensuel qu'on essaie de garder pour minimum 6 mois. Dans d'autres cas, c'est différent. Fait que, je veux dire, on le traite chacun individuel. On a des price lists, bien sûr. Mais après, c'est voir qu'est-ce qu'eux autres recherchent, puis comment on peut venir combler. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai la chance d'avoir mon personnel de création de contenu aussi, que certaines compagnies, que ça fit. Il y en a que ça fit pas, mais il y en a que c'est comme, OK, on peut te mettre sur une plateforme professionnelle, puis en même temps, tu peux avoir un ambassadeur de marque qui est crédible et qui a de la visibilité en ligne. Fait que, tu sais, ce qu'on te fait, c'est un package deal complet. Ouais. Parce que moi, j'aime ça être cohérent dans ce que je fais. Je suis sponsorisé par Pizza Salvatore depuis pratiquement les tout débuts du podcast. Ben, je vais jamais être avec Pizza Hut sur mon personnel, tu comprends? Il y a une cohérence à aller chercher de ce côté-là. Fait que si tu me vois manger de la pizza dans mon personnel, c'est sûr que c'est Salvatore. Fait que j'ai une loyauté, évidemment, puis une cohérence. C'est important pour moi que ça se tienne de tout bord, de tout côté. Ouais, je te file. Non, c'est clair. Oui, c'est ça. Ma question, c'était, je me rappelle que tu m'avais dit un moment donné, quand tu avais reçu, tu sais, t'as reçu ta conjointe, tu as reçu Flo sur ton podcast, ouais. Puis à ce moment-là, ça avait été l'épisode qui avait généré le plus de vues. Ouais. Fait que je pense que c'est sûr aussi que, tu sais, bon, il y a l'audience de tes invités qui se sont joints, puis qui s'accumulent, mais je trouvais quand même ça fascinant que, bon, ces gens-là qui t'ont peut-être connu à travers ces invités-là, ben, ils ont quand même tous voulu show up à cet épisode-là. Ouais. Fait que des fois, ça peut être... Je pense, tu sais, puis là, on en parle plus pour le fun parce que notre audience, c'est beaucoup des entraîneurs, mais les gens, des fois, ils se posent des questions par rapport à ça. Moi, le conseil que je donne toujours, c'est, tu sais, quand tu reçois tes invités, c'est de considérer qu'il y ait une grosse audience. C'est un facteur, mais ce n'est pas le seul. Tu peux recevoir quelqu'un de super intéressant, quelqu'un avec qui tu penses que, hey, dans le fond, c'est qui lui?
pour mon audience, mais on a tellement un bon vibe ensemble, ça va donner un bon épisode à écouter. Tu sais, il y a tout plein de raisons. Je pense que c'est d'y aller go with the flow. Puis comme toi, t'as fait, tu t'es probablement dit, hey, je n'ai pas d'invité, me recevoir ma blonde. Finalement, ça pète, tu sais. Ça, c'est quand même fou, là. Une des choses, vraiment, je pense, pour l'entraîneur de super important, là, c'est la rétention de leur clientèle. Puis si pour eux, c'est une stratégie à aller chercher, comme, tu sais, on essaie tout le temps de faire de l'acquisition. Puis j'ai parlé tantôt, l'acquisition, c'est autant d'aller voir le gars sur le bench au gym que de faire des pubs Facebook comme on le faisait, nous, avec Projet Physique ou compagnie. Fait aller chercher un nouveau client, ça coûte cher ou c'est gênant ou c'est stressant ou c'est difficile. Tandis que garder ceux que tu as présentement, c'est le meilleur bet que tu peux faire. Fait que si pour toi, c'est de te lancer un podcast, d'investir un petit peu, d'offrir un contenu premium à tes membres, à ta communauté, puis d'aller chercher, mettons que tu coaches juste des filles, puis d'aller chercher une professionnelle, je dis vraiment n'importe quoi, guys, professionnelle qui va parler des menstruations, whatever, des hormones, de whatever. Tu sais, s'il y a des choses, des sujets que tu sais qui peuvent être, je vais pas dire le mot viral parce que c'est pas ça le mot à chercher, qui peuvent être pertinents pour ton audience, ta communauté, puis que ça fait que tes clients ils re-signent encore et encore et encore, faut que tu vois cette valeur-là. Si tu as à investir, je dis n'importe quoi, 1000$ par mois pour ton podcast, mais ça te fait garder ta même gang de 250 filles qui reviennent à chaque mois parce qu'ils aiment ce que tu fais, un peu comme Isabelle faisait aussi. Je veux dire, je pense que ça a une réelle valeur si tu peux le faire comme ça. Par contre, si tu te lances dans un podcast à 100% pour être viral, tu vas être le prochain number one dans les charts. Je dis pas que c'est impossible. Au contraire, il y en a plein qui l'ont fait. Mais il faut que tu sois peut-être un petit peu plus réaliste. On est au Québec, on est en français, on a moins de visibilité. Il y a de la compétition, mais je veux dire, c'est pas le seul moyen. Il y en a dans toute la compétition. Mais comme si tu te lances pour ça, tu es peut-être déçu. Après 10 épisodes, là, des fois, tu regardes tes charts, tes affaires, là, c'est rough un peu. Le but, c'est quoi ton purpose derrière ça? J'ai la chance de pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne, mais il y a beaucoup de podcasts qui lâchent rapidement parce qu'ils se rendent compte de il n'y a pas beaucoup de visibilité. Bien, ça sert quel purpose? Ça sert quelle audience? C'est quoi le réel but derrière ça? Faut que tu te poses la question. Ouais, 100%. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses derrière ça. Je pense que, tu sais, moi, c'est mon quotidien de parler de ça, mais pour moi, mettons, tu sais, je pense à comme on a des extraits qui deviennent virales sur TikTok, puis des fois, je trouve ça drôle, man, je vois des commentaires, on répond même pas parce que c'est comme fou. Ouais. Faudrait, là. Mais genre, des fois, j'y vais, puis je suis comme, tel clip, il y a 100 000 vues, puis là, c'est comme les commentaires les plus tata ever. Puis tu regardes, mettons, ton écoute de l'épisode longue durée sur Spotify, tu as 800 écoutes, mais une rétention, mettons, complète de 60%. Quel des deux qui vaut plus? Sur papier, c'est pas 100 000, il y a 100 000 personnes qui m'ont vu, ça vaut rien, man. C'est comme si du monde qui rit de toi, ils ont écouté 2 secondes, puis l'autre t'a écouté pendant 40 minutes, puis il est comme, je vais acheter n'importe quoi que tu vas vendre, tu sais. Mais je pense aussi que effectivement, comme tu as dit, tu peux te faire découvrir à travers un podcast, mais c'est un médium. Il faut comprendre qu'un podcast, tu vas attirer les gens d'une autre place pour les inviter à venir t'écouter longue durée. Ouais. Fait que ça va être vraiment beaucoup par, comme tu disais, les shorts, que une personne qui n'a pas encore une audience pourrait se faire découvrir. Mais à la base, un podcast, on fait plus ça pour approfondir une relation avec une audience qui existe que générer en soi de la visibilité. Si tu fais un podcast longue durée puis tu fais pas d'extrait ou rien sur les réseaux sociaux avec ça, t'auras pas d'écoute, là. Non. On va se le dire. Là. Malheureusement, non. Mais OK, cool. Merci d'avoir partagé tout ça. Je voulais comme l'adresser maintenant. Mindblow. Yes. Parle-nous, c'est quoi Mindblow? Compagnie de produits énergisants. Avec là, on a des canettes devant nous autres. Toi, je t'ai amené ta préférée aujourd'hui, qui est l'originale. Pour ceux qui m'écoutent, qui me trouvent plus animé que d'habitude, c'est à cause de l'effet de Mindblow. Achetez du Mindblow, consommez-en, c'est malade. Moi, je suis bien réveillé ce matin à cause de la formule en poudre, qui est dans le fond un supplément, parce qu'on a lancé ça depuis 2021, que c'était vraiment le supplément en poudre. Moi, comme je te l'ai dit tantôt, j'ai eu une passe très workaholic, j'ai eu une passe vivance que je n'étais pas prescrit, puis ça vient avec plein d'effets secondaires, plein de mauvaises affaires. Le monde le savent. Puis, à un moment donné, je voulais être un peu plus santé, être un peu plus moins antisociable avec la vivance et compagnie. Puis, j'ai découvert les nootropics en ligne. Puis, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est des suppléments qui augmentent la concentration, l'énergie, la clarté mentale. Fait que j'en importe des États-Unis un produit qui est un blend. Je l'essaye. Complètement incroyable, je me sens concentré, je sens pas la perte d'appétit de la vivance puis de rien, comme je me sens pratiquement comme sur le médicament de prescription sans tous les effets dégueulasses qui venaient avec, fait que je suis vendu. Puis là, je le consomme, puis à ce moment-là, j'ai Projet Physique, j'ai une couple d'autres affaires aussi que je fais de mon côté. Puis à un moment donné, je me dis, crème, y a-tu des produits au Canada que je pourrais prendre parce que je paye des frais de douane là-bas, etc. Puis il y a absolument rien. Zéro, nada, il n'y a rien pantoute. Fait que je vois un gros manque dans ce type de produit-là au Canada. Fait que je dis, étant un gars de business,
let's go, on le lance. Fait que c'est là qu'on a lancé Mindblow en version en supplément, qui était à la base dans un pot, qui est aujourd'hui dans un sac. On avait 2 saveurs, on est rendu à 5. Comme, la compagnie a beaucoup grossi de ce côté-là, mais c'est vraiment axé 100% sur tout ce qui est cognitif. Fait que, comme j'ai dit, concentration, énergie, bonne humeur, clarté mentale, mémoire. C'est vraiment un blend que quand tu mélanges ces suppléments-là, ça décuple les effets. Puis quand tu mixes comme ça avec de la caféine, ben, tu as l'éveil très rapide puis qui dure vraiment longtemps. Puis là, on est rendu avec une canette sans caféine. Fait que pour les gens, des fois, qui sont plus sensibles à la caféine ou qui aiment pas la caféine ou qui veulent leur café du matin, mais en après-midi à 2 p.m., le crash, ils ont besoin d'un petit edge ou quelque chose, c'est là que les nootropics peuvent venir aider. Fait que c'est vraiment ça la compagnie qui, moi, est venue combler un besoin que j'avais dans mon travail quotidien. Puis là, je me suis dit... De souffrir. De quoi? De souffrir. Ouais, c'est ça. Mais là, tu souffrais pas assez. Exact, il fallait que je fasse encore plus. Mais de venir chercher ça, ce côté-là, nous-mêmes ici, ben on est venu carrément changer un petit peu cette industrie-là d'énergie, que le monde était juste sur le café ou sa boisson énergisante, puis comme les gens boivent ça pour être énergisés, mais ils se rendent pas compte à quel point après 1 heure, ils crashent à chaque fois ou qu'ils prennent 4-5 cafés par jour, 3 Monster, whatever. Fait que nous, on vient chercher ce gap-là qui est comme, on est plus performant, on est plus santé, puis ben, tu peux consommer ta boisson énergisante de 2 façons. Tu la prends pétillante, prête à boire, ou tu la fais toi-même chez vous. C'est un peu plus efficace, un peu plus cost-effectif aussi. Fait qu'on vient comme remplir un besoin de société qui, on le sait, on est des extrémistes, on est des freaks de stimulants et compagnie, mais on veut amener notre petite touche un petit peu plus santé puis efficace au lieu de juste dire comme oui, il y en a beaucoup des boissons énergisantes. Puis oui, on n'a pas besoin de plus de stimulants dans la vie. Fait qu'au lieu d'en prendre tout le temps plus, prenez quelque chose de plus efficace qui vous permet d'en prendre moins. Fait que comme je l'ai dit, c'est comme ça vient régler beaucoup de problèmes. Ah oui, je comprends. Puis là, j'ai une question pour toi très personnelle. Le sac, c'était-tu un move payant? Honnêtement, oui. Yes! Honnêtement, oui. C'est toi qui me l'avais dit? Ouais. C'est toi qui me l'avais dit? Honnêtement, écoute, oui. La façon que ça s'était fait, pour ceux qui se demandent de quoi qu'on parle, tu nous avais pris un contrat quand même gros pour une petite PME qui des boissons énergentes, la marge n'est pas positive. Non, on est encore sur l'aftermath de te reprendre de ça. Là. Mais Sam était débordé, fait qu'il s'est dit hey, je vais engager Vincent avec sa compagnie de marketing pour m'aider. Puis on a fait des vraiment belles affaires. Mais à un moment donné, on s'était assis puis tu m'avais dit hey, j'aimerais ça que vous m'aidiez avec le packaging. Puis là, on avait fait le nouvel emballage du pot à ce moment-là. Puis moi, je regardais ça puis j'étais comme il me semble que ça serait hot en sac, tu sais. Puis je t'en avais parlé, puis là, c'était au moment où on renouvelait ou pas, puis j'étais comme, hey Sam, genre, juste une affaire. C'est pas parce que je te parle du sac qu'il faut que tu le fasses avec nous, j'en fais-le, mais je te dis, fais-le. J'ai vraiment le feeling que c'est un bon move. J'avais vraiment poussé, puis finalement, tu l'as fait. Ça prend un petit peu de temps, on l'a fait. Ouais, mais c'est long, ces choses-là aussi. Là. Ouais. C'est pas facile. Mais mettons, on en parle là en ondes, mais c'est quoi que ça implique, la différence? Qu'est-ce que ça donne? T'sais, j'imagine que quand tu es dans les magasins, ça ressort. Moi, c'était beaucoup l'aspect aussi que je trouvais que ton pot, ça y rendait pas justice, que ça ait autant l'air d'un pré-workout, mettons. Ben, c'est vraiment le pourquoi on le fait. C'est vraiment que c'est une industrie qui, comme oui, je veux dire, c'est un supplément. Hein? Fait que, avant que ce soit la canette, c'est juste le supplément. Puis un supplément, on le voit beaucoup pour le gym. De plus en plus, on commence à voir que le supplément alimentaire, c'est comme quelque chose pour la santé en général ou compagnie. On a beau être dans la gamme des suppléments avec un NPN dans Santé Canada, dans la gamme de suppléments, on se voyait plus comme étant un produit pour, comme j'ai dit, cognitif, que pour aller s'entraîner ou aller, on était plus pour la personne qui voulait remplacer son café ou être performant au travail ou un athlète, mais qui n'a pas besoin d'avoir la pompe musculaire et compagnie. Fait qu'on se faisait beaucoup comparer à un pré-workout. Hey, j'ai trop aimé ton pré-workout, c'est trop bon. Fait que là, c'était comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour, oui, changer ce branding-là, donc avoir une visibilité différente en magasin, parce qu'on est vendu un peu partout, mais oui, dans des magasins comme Shop Santé et compagnie. Donc, visuellement, là-bas, on ressemblait aux autres pots de même gamme de pré-workout ou autre. Fait que le sac a amené, premièrement, une couleur complète. C'est ce qu'on a choisi. Chaque sac de saveur a sa propre couleur, un effet métallique, vraiment un côté un peu comme la canette qui pop beaucoup visuellement, mais qui en même temps, comme ça enlève l'espèce d'effet de « Ah, c'est un pré-workout ». Ça a donné un autre vibe à la compagnie, tout simplement. Puis je pense que la clientèle, puis les nouveaux clients aussi, ont rapidement compris ce switch-là. On a évidemment les gens qui disent que c'est plus difficile à acheter dans le fond du sac que dans le fond de mon pot. On va toujours avoir pas 100% de satisfaction dans n'importe quel move que tu fais. Mais je peux te dire qu'à ce jour... C'est drôle parce que je trouve que c'est vraiment plus facile avec un sac. Ouais, parce que le pot, quand tu le vires à l'envers, il y a de la poudre qui sort, tandis que le sac, en tout cas, écoute. Regarde, comme je te dis, on ne rendra jamais 100% satisfait, non, mais on a vu une grosse différence sur les avantages quand tu ships, genre comme
de tenir un inventaire parce que ça se pacte ou non? Oui, parce que maintenant, on peut shipper dans des enveloppes. Ah, c'est ça. Il y a des gens qui commandent entre 1 à 3 sacs. On est capable d'envoyer dans une enveloppe postale régulière. Donc, on réduit énormément le coût de shipping aussi. Fait que, honnêtement, c'est juste positif. On peut faire des petits trous en haut comme le mettre sur des rackings. On peut même, de façon intelligente, faire justement du bon placing en magasin. Fait que merci. Ça a été juste positif. Tu nous as donné un contrat, tu l'as mérité. Tu l'as acheté, tu l'as acheté l'idée. Fait que très cool. Puis qu'est-ce que tu fais chez Mindblow? Toi, non, premièrement, je suis vraiment comme le gestionnaire. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai beaucoup de chapeaux présentement, que je fais des choses probablement que je ne suis pas le meilleur à faire, mais que, étant une PME, c'est souvent ce que tu fais, comme je l'ai dit. C'est le genre de compagnie que tu fais pas juste... Mais c'est pas ce que je fais présentement. On fait pas juste du retail. On essaie pas là de rentrer en magasin, puis tu vends là, puis t'attends, puis t'espères, puis on est extrêmement proactif. On vend en ligne probablement autant qu'on vend en retail aussi. Je veux dire, on est vraiment une compagnie très, très, très e-commerce. Fait que j'ai beaucoup de tâches qui reviennent niveau e-commerce parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est mon expérience aussi. Fait que, tu sais, gestion du site web, création de contenu, veut pas les meetings, la gestion de l'équipe, comptabilité, je veux dire, on a une comptable, mais tu sais, je fais partie de l'ensemble des départements pour l'instant, mais tu vois, depuis la mi-année passée, on commence à bâtir de plus en plus nos départements. Fait qu'on a Dylan, que je salue d'ailleurs, qui gère vraiment tout ce qui est gestion d'entrepôt, puis qu'on commence vraiment à plus contrôler le B2B, nos distributeurs, les arrivages de stock, inventaire et compagnie, gère sa petite équipe pour justement l'envoi des colis. On fait des lives, on est très TikTok live shopping, on fait qui est très différent de ce que beaucoup de compagnies font, mais on est très, très créatif dans la compagnie. Fait qu'on est encore une PME. On est encore en fulgurante croissance en ce moment, mais pour l'instant, je continue à mettre plusieurs chapeaux parce que j'ai pas le choix de le faire, mais je te dirais que l'objectif 2026, c'est de continuer de faire des beaux petits départements pour me libérer un peu, puis comme on l'a dit tantôt, commencer à être un petit peu plus dans les tâches vraiment importantes, qui sont pas toujours ceux qu'on pense nécessairement non plus. Ouais. Parce que je vous vois aller, puis des fois, je te lève mon chapeau, je trouve que, tu sais, puis c'est la bonne chose à faire pour ce type d'entreprise-là, mais tous les événements, puis justement les TikTok shop que vous faites, tu sais, c'est tous des moves que c'est comme, man, c'est polir une pierre là, avec du papier sablé jusqu'à temps que tu passes à travers de comme une montagne. Tu sais, c'est pas une affaire que tu dis, OK, j'ai fait une tâche, ça va comme se multiplier. C'est comme, non, c'est achat de un événement, achat de un TikTok. C'est quand tu vois, on parlait du podcast tantôt, de voir justement, tu es un entraîneur, tu as une gang de 250 filles, tu fais des podcasts, tu leur donnes du plus-value tout le temps. C'est un peu ce qu'on fait avec les événements puis avec le TikTok Live et compagnie. Oui, on va chercher de l'acquisition client à 100%. À chaque fois que je fais un live, j'ai un nouveau client qu'on n'a jamais vu dans le passé. Chaque fois que je fais un événement, j'en ai plein de nouveaux aussi. Mais il y a aussi une espèce de fidélisation de la clientèle qui nous connaît. Il y a des gens qui nous adorent, qui viennent nous voir en événement juste pour venir nous voir en vrai. Il y a du monde qui vient à chaque TikTok Live puis il y en a qui achètent à chaque fois. Il y a vraiment une fidélisation d'accès un petit peu à l'équipe qu'on se rend compte avec un projet comme ça où est-ce que je sais qu'on a un bon produit puis ça va être la différence parce que tu sais comment qu'on peut vendre de la merde de nos jours puis ça peut fonctionner quand même. Nous, on a la chance, en plus d'avoir un bon produit, d'aller chercher ce petit plus-là que beaucoup de grandes compagnies sont pas capables de faire parce qu'ils sont rendus trop gros puis que des petites, des fois, ne pensent pas à faire pour se différencier. On va chercher le plus. Qu'est-ce qu'on veut faire de plus pour se différencier de mes autres compétiteurs dans les boissons? Ils en font pas de TikTok Live. Puis ils en font pas d'événements nécessairement comme qu'on en fait nous autres non plus. Puis ils vont pas écrire des petits mots à la main dans chacune des commandes. Puis ils vont pas faire, comme j'ai des lives pour mettre des cadeaux de plus dedans. Il y a vraiment une espèce de fidélisation qu'on va chercher parce que c'est un consommable. Tu l'achètes une fois, il est fini après ta première fois. Il t'en faut d'autres par la suite. Fait que comment est-ce qu'on peut assurer ça si on les fidélisant? Parce qu'on a beaucoup de compétition. Oui, on est différent, on est plus performant. Mais on reste un consommable quand même. On est un peu plus cher aussi, on est plus premium. Comment est-ce qu'on peut se différencier? Il faut faire le plus. Oui, parce que, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, tu sais, comme tu disais, bon, ben, tu as les deux versions du produit. Ouais. En poudre, j'imagine qu'en poudre, c'est beaucoup plus facile pour l'e-commerce aussi, là, avec les shipping et tout. C'est comme démesuré. 90% du e-commerce, je te dirais. Ouais, c'est ça. Puis pour ceux qui se posent la question, la boisson énergente, c'est qu'en ce moment, justement, tu vas être plus dans des... Je pense que tu es dans beaucoup de points de vente, mais ça va être beaucoup, justement, des endroits spécialisés. Ouais. Fait que ta compétition, elle est précise, je trouve, comparée. Les gens peuvent se dire, ah, dans le fond, je pourrais prendre du Mindblow, sa compétition, c'est Red Bull ou Celsius. Ouais, non, peut-être un jour. Ouais. Mais en ce moment, ça va être des compétiteurs qui sont peut-être plus petits ou plus nichés ou comme... fait que je trouve ça vraiment fascinant. C'est tout un défi. C'est pas que cette année, c'est vraiment mission distribution. Fait que c'est mission Québec, Ontario,
d'être vraiment disponible pratiquement partout en magasin. Ça, c'est vraiment l'objectif, de grossir vraiment cette quantité de points de vente-là, parce qu'étant un consommable comme ça, souvent, c'est une première expérience de tu goûtes une fois. Oui, tu as le client qui retourne jour après jour en acheter une, mais tu as aussi lui qui te découvre, qui après ça va acheter en ligne. Puis que, tu sais, le retail est un marketing en soi qui va aider tous les autres départements aussi. Le e-commerce fait un petit peu la même chose. C'est vraiment comme toute une ambiance synergique que tu peux voir ma pub Facebook, cliquer sur mon site, recevoir du retargeting, aller chez un IGA le lendemain, me voir, finalement acheter en ligne. Tu sais, il faut que ce soit tout vraiment quelque chose de synergique pour que ça fonctionne. Mais étant un bon produit consommable, ce que tu vises vraiment, c'est la rétention. Puis je disais tantôt, si je fais pas l'extra plus, oui, j'en ai des clients que je parle jamais qui en rachètent parce qu'ils aiment ça. Il y a d'autres clients que ma relation avec eux fait vraiment la différence. Puis c'est ceux-là qui achètent comme à chaque live, à chaque semaine, qui ont sûrement des garages remplis de Mindblow. Des fois, ça m'étonne de voir ces gens-là acheter autant. Puis c'est pas toujours les personnes les plus riches non plus, comme ils nous donnent une énorme confiance, puis beaucoup d'amour, puis beaucoup d'argent, faut se dire quand même aussi. La prochaine fois que t'es backorder, je m'en l'aurais écrit. Et voilà. OK, j'ai des questions chouchou que les gens aiment bien de notre podcast. La première, si tu avais un ami qui devenait entraîneur là, puis disait, il n'a jamais créé de contenu, là, le typique genre, pas nobody, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est réseau, ton ami qui est comme lui a vécu la vie bien normale, pas créateur de contenu, puis il dit, hey Sam, là, je veux devenir entraîneur. Quel conseil tu lui donnes? Bonne question, man. Fais pas ça, va-t'en, man. C'est vrai. Honnêtement, comme je l'ai dit, c'est tellement un beau domaine, mais je pense vraiment qu'il faut que les gens se différencient le plus possible parce que, je sais pas, t'es plus là-dedans que moi présentement. Moi, j'étais dans l'ère un petit peu d'avance, mais après ça, j'étais dans l'ère de la mode du fitness. Puis là, il y avait des entraîneurs au coin de rue, puis tout le monde que tu connaissais devenait entraîneur demain, puis il y en a qui le sont encore aujourd'hui, il y en a que c'était un side, il y en a qui sont encore énormes aujourd'hui par rapport à ça. Je pense vraiment que la vidéo, pourquoi est-ce que je... Tu sais, c'est ce que je suis. La création de contenu, c'est ce que je fais depuis tellement longtemps. Ce que je vais toujours recommander parce que c'est toi, c'est ta personnalité, puis ça, personne ne peut être la même personne que toi. Fait que quand tu fais des vidéos, tu es capable de transmettre ta façon de parler, ton humour si t'en as, ta personnalité, tes connaissances et autres. Fait que même si tu penses que tu vas avoir l'air cave, même si tu penses que comment je suis pas l'entraîneur qui connaît le plus d'affaires, whatever, sors ta caméra ou engage-toi une petite équipe pour faire quelque chose ou whatever. Comme je pense vraiment que même en 2026, même si beaucoup plus de gens font des vidéos, il n'y a absolument aucun médium qui peut te permettre plus rapidement d'aller toucher des gens que ça. Va travailler chez World Gym demain, va essayer de voir des gens dans l'affaire. C'est difficile de closer du one-to-one en personne. Espère pas que c'est les gens au comptoir qui vont t'amener du monde ou whatever. Il faut que tu sois proactif. Puis la façon, je pense, la moins gênante et la moins difficile d'accès, c'est la création de contenu. Parce que te lancer dans des ads, il faut de la connaissance. Service à clientèle, il faut que tu ailles l'attraction des gens pour après ça leur parler puis faire de la vente. Si tu fais de la vidéo, c'est la meilleure façon de te montrer. Moi, Samuel, je suis qui? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Fait que tu as des vidéos qui vont avoir 20 vues, tu en as qui vont avoir 100 000 vues, tu en as qui vont avoir 200 vues. L'objectif, c'est juste d'être out there puis d'aller le plus possible chez les gens-là. Puis là, c'est quoi le petit plus que tu peux faire? Fait que si tu te bâtis une petite communauté gratuite sur Facebook, c'est encore c'est encore là. Est-ce que c'est de faire un channel de chat que tu envoies des conseils gratuits une fois par jour? Est-ce que tu vas aller DM en privé chaque personne qui va liker tes vidéos? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu vas faire de plus pour aller chercher l'extra mile puis aller le faire? Tu n'as pas besoin d'avoir énormément de clients pour faire un bon revenu. Ça, les gens ne le pensent pas souvent, là. À moins que tu vendes ton guide d'abdos à 10$, puis been there, done that. Si tu vends quelque chose de premium, tu peux avoir 10 clients par semaine puis faire un esti de bon salaire quand même à la fin de l'année. L'objectif, c'est vraiment comment je peux aller chercher ces personnes-là. Ben, je pense que l'extra mile va toujours valoir la peine. Tu es peut-être quelqu'un qui va tomber viral demain, puis tant mieux, tu n'auras pas à faire tous ces efforts-là. Il y a des exceptions, mais 99% des gens, c'est pas le cas. Tu te mets out there avec la création de contenu, puis tu fais le petit plus par la suite pour aller les chercher. Moi, c'est ce que je dirais de faire. Je suis vraiment d'accord avec ça. Puis je suggère à notre audience d'aller te suivre. Ben, tes entreprises, c'est clair, mais aussi tes comptes personnels, parce que je trouve que tu es très... Tu sais, souvent, le monde, ils vont dire, bon, ben, fais du contenu authentique, puis tout, ouais, mais ils vont le faire dans un frame qui est tout le temps scripté, puis toi, tu es une personne qui se permet de faire du contenu. Vraiment, des fois, tu as comme une bulle. Là. Tu vas genre parler d'une affaire, puis il y a 10 likes, mais les gens, tu sais, moi, je te connais, puis c'est une conversation qu'on aurait vraiment dans le corridor ici. Ouais. Puis je pense que les gens, même si peut-être ça ne sera pas le vidéo le plus viral qui va accumuler le plus de j'aime, celui-là, il va créer une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus vite. Puis tu vas développer ta petite audience fidèle vraiment plus rapidement à
perdre cette pression-là d'avoir un beau vidéo léché puis de te comparer à l'autre qui a 30 000 abonnés puis juste faire comme Sam puis genre des fois genre hey, avez-vous remarqué ce côté Morton? Je sais pas là, tu sais. Je pense juste que ce qui est important, c'est quand même, tu sais, moi ce que je suis pas depuis des années, puis tu sais, c'est quelque chose, je suis comme ça, whatever, je suis pas niché. Je suis quelqu'un de très open, quelqu'un qui est très donne son opinion, France versus Québec, Mind Blow, le podcast, c'est un peu pêle-mêle, mais je suis comme ça, j'ai dit tantôt, je suis pas un gars de structure ou whatever. Fait que si de votre côté, j'ai un conseil à vous donner là-dedans, c'est trouvez-vous une structure ou une niche par rapport à ce que vous faites, puis que si c'est les femmes, visez les femmes dans ce que vous faites comme contenu, mais tu peux donner ton opinion sur des sujets, tu peux donner un storytelling. Les gens adorent le storytelling, ils veulent voir les behind the scenes. Fait qu'il t'est arrivé de quoi au gym cette semaine, même si ça te fait pas sur le coup, tu penses pas que ça va te faire vendre quelque chose, c'est intéressant à entendre. Mais si tu restes dans ta niche quand même, je pense que ça peut être super pertinent parce que de trop t'éparpiller, de dire demain, je sais pas, t'es rendu un passionné de ceinture de cuir, ça se peut que de parler de ta collection, ça t'amène pas des clients versus parler de qu'est-ce qui t'est arrivé au gym. Fait comme, je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important à faire, mais t'as pas besoin d'avoir le gros setup puis la grosse lumière. Puis on a des téléphones assez puissants. Même le micro dedans, si t'es pas dans une ambiance qui est trop bruyante, ça peut être très, très bien. La seule affaire que je peux donner un conseil, on est tous en gros manque d'attention maintenant, là, comme avec TikTok et compagnie, fais quelque chose de tes mains. Ça, c'est un conseil de gars qui fait des vidéos. Bon, personne n'a donné ça. Je dis pas que c'est la science infuse. Il y a des gens qui pourraient être là, assis carrés, puis parler. Tu vas développer une audience un moment donné, où tu peux être une exception. Parle de quelque chose, là, fais quelque chose dans tes mains. Fais-toi ton shake, fais-toi whatever, coupe ton esti de cocon ou whatever. Fais quelque chose de tes mains pour attirer l'attention le plus possible des yeux. Fait que c'est juste un conseil de créateur de contenu. Tu veux avoir quelque chose qui va un petit peu choquer l'œil de la personne. Fait que des fois, est-ce que c'est une autre sorte de POV? Est-ce que c'est avec ta GoPro? Qu'est-ce que tu peux faire pour que tout le monde qui fait ça, c'est comme c'est différent, ça là. Je trouve vraiment que c'est bon. Ça me fait penser aussi une autre façon de faire la même chose, c'est de faire des voice-over par-dessus. Tu sais, mettons, Fit Cook fait beaucoup ça. Il va faire sa recette, mais il parle par-dessus. C'est pas lui qui parle, puis après, t'écoutes la recette. Exact. Mais quand même, je pense que je suis tellement d'accord qu'il faut se nicher, c'est le conseil qu'on donne tout le temps, mais de se permettre d'avoir une conversation avec son audience comme on aurait avec son ami. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu es un des seuls que je connais qui fait. Isa le fait, Isa Bonin, elle le fait beaucoup, beaucoup. De façon très léchée. Toi, t'es comme vraiment raw. Là. Des fois, ça n'a comme aucun rapport. T'es juste comme, hey, guys, j'ai pensé à ça matin. Mais c'est le fun. Pour moi, c'est tellement plus le fun d'ouvrir ta story. Puis c'est un sac à surprise. Comme si je parlerais avec mon ami, que ce soit tout le temps. Bon, ben, guys, aujourd'hui, je vous donne des conseils pour comment vous concentrer avec Mindblow. Ouais. Tu me suis? Tu sais, c'est comme, ouais, OK, je vais consommer du Mindblow pour être concentré. Mais si tu me fais une story, comme un moment donné, j'ai fait le tour, là, tu me suis? Puis les gens, ils se perdent dans de comme je vais donner de la valeur, je vais donner des conseils. C'est comme ouais, mais moi je m'attache à un humain. Ouais. Un moment donné, tes conseils comment faire un squat, genre c'est beau, tu sais. Faut en faire, mais il faut doser, tu sais. C'est ça la stratégie qu'on fait avec Mindblow qu'on appelle cold, mid, hot. C'est comment est-ce qu'on qualifie le contenu. Cold, c'est très froid, ce qui veut dire ça peut être moi qui fais un jeu de deviner c'est quoi la saveur de Mindblow limonade rose à travers 4 autres saveurs de limonade rose de d'autres boissons. Le produit est là, mais je suis pas en train de faire Mindblow Energy. Fait que c'est cold pour essayer de toucher une grande quantité de paires de yeux. Mid, c'est peut-être un pack order. J'emballe une commande, je parle d'un petit peu un nouveau produit qu'on a sorti. Ou hot, c'est une promo. Hey, on est en live ce midi, guys, ou whatever. Fait que toutes ces affaires-là vont servir un purpose de voir beaucoup de paires de yeux, avoir des paires de yeux qualifiées qui peuvent peut-être être des clients, être vraiment mes clients qui sont comme si il y a une nouvelle promo, je vais aller acheter. Fait que c'est la même chose pour l'entraîneur, je pense, de dire je fais du contenu dans un gym, mais je sais pas, aujourd'hui, je fais un vox pop pour demander aux gens c'est quoi leur mouvement qu'ils détestent le plus faire. Ben ça, c'est cold. Puis l'autre, ben mid, c'est peut-être plus moi qui est dans le gym, mais qui parle de mon storytelling. Il m'est arrivé telle affaire cette semaine, je me suis planté telle affaire de hot. Hey guys, aujourd'hui, on parle du squat. Si vous avez besoin de conseils à la fin, écrivez-moi, on s'occupe de vous cette année. Puis c'est très niché. Tu as le temps dans ton fitness, mais t'es pas tout le temps comme justement 5 bonnes raisons de commencer tes résolutions 2026. Tu vois? Puis comment tu les as séparés? Là? Moi, j'utilise beaucoup le top of funnel, middle of funnel. Ouais, c'est exactement ça. Comment tu gères le pourcentage de ça? C'est comme un genre de 70-20-10 ou... En ce moment, on fait, mettons, minimum 5 pauses par semaine, du lundi au vendredi. Je te dirais qu'habituellement, c'est 2 cold, 2 mid, 1 hot. OK. Fait que pour les gens qui ont envie d'imiter Sam, d'utiliser sa stratégie parce que vous la trouvez intelligente, ce qu'il vient d'expliquer, c'est qu'il va faire du contenu vraiment très large, très facile à consommer, que beaucoup de gens vont s'arrêter et dire « Hey, c'est intéressant ». Ça va avoir moins rapport. Il ne sera pas en train d'essayer de te vendre Mindblow, même ça se peut qu'il ne parle pas pantoute de Mindblow, tu sais, comme presque. C'est là, mais c'est pas l'importance de la vidéo. C'est ça. Après ça, il va essayer de transformer ton intérêt
qui a capturé au début, un peu plus que tu comprennes c'est quoi Mindblow puis que tu rentres dans le sujet. Puis la dernière étape, que tu vas faire le moins, mais quand même de façon constante une fois de temps en temps, c'est vraiment de te faire un appel à action, de te dire « Hey, voilà pourquoi tu devrais consommer mon produit, consomme-le. » Grosso modo. Puis des fois, avec comment les réseaux fonctionnent aujourd'hui, peut-être que ton hot va plus pogner que ton cold. C'est la magie des réseaux de comment fonctionnent les algorithmes maintenant. Le but, c'est juste si tu fais des splits comme ça, ben tu gardes un plaisir aussi dans ta création de contenu, de pas à tous les jours à penser à aujourd'hui je parle du squat, demain du deadlift, demain du bench. C'est plus libre un petit peu. Puis ça reste vraiment que tu as plus de créativité dans tes concepts. Puis ça sert le purpose de, comme tu as dit, top of funnel, bottom of funnel, whatever. Donc tu qualifies des gens tranquillement à te regarder. L'algorithme comprend qu'ils sont intéressés. Ils vont te revoir demain si tu fais un post. Le mid, OK, il y a un produit pour l'énergie. Lui, OK, c'est meilleur que Red Bull. Pourquoi non? Puis le lendemain, là, il voit une promo. C'est comme si j'ai vu ça hier, ça va l'air intéressant. OK, je vais l'acheter. Vraiment bon. Fait que là, Sam, 10h52. Ton enregistrement commence dans 8 minutes. On va rapid fire la dernière question que je pose à tous les invités que le monde adore. Mis à part toute la gamme et la catégorie de Mindblow, top 3 suppléments. OK, let's go. Je parlais de ceux que je consomme. Ouais, c'est purement ton goût. Là. Je suis beaucoup moins. Pas en tant qu'expert qualifié, on en a eu. Écoute, on a eu des naturaux docteurs toutes. Fait que garde-toi. Bon, guys, je serais pas là-dedans de mon côté. Numéro 3, je vais vous dire créatine. Je consomme beaucoup de créatine encore aujourd'hui. Bon supplément, full d'études, bon pour la récupération, bon pour la force. Pour moi, c'est un go-to. Numéro 2, magnésium. Comme je vais toujours en prendre, je suis un gars stressé, comme je l'ai dit, sans le savoir nécessairement. Beaucoup de stress, je prends avant de dormir, super important. Numéro 1, c'est protéines pour moi. Parce que je suis un gars qui jeûne le matin, j'ai dit beaucoup de stress, pas beaucoup d'appétit, ectomorphe. J'ai besoin d'atteindre mes nécessités en protéines. Ce n'est pas en mangeant 300 grammes de viande hachée que je vais y atteindre de mon côté. J'ai pas assez faim pour ça. Je prends à peu près 2 shakes par jour en ce moment. J'ai pas le choix pour mes... fait que c'est mon top 1 présentement. Sam, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que l'audience a apprécié notre épisode. Je pense que c'était vraiment bon. Les gens qui veulent en savoir plus, qui veulent consommer du Mindblow, qui veulent te suivre, où, quoi, comment... Sam B ou Samuel Baudry sur toutes les différentes plateformes, autant YouTube que TikTok, que Facebook, Samuel, whatever. Mindblow Energy pour ma compagnie de boissons énergisantes et de produits énergisants pour le supplément aussi. Podcast ordinaire pour mon podcast. C'est à 100% ce que je fais en ce moment. Fait que c'est plus trop compliqué, là. Samuel Baudry, podcast ordinaire, Mindblow Energy. Puis podcast, réseaux sociaux, sinon YouTube, Spotify, votre plateforme audio, Apple Podcasts. Partout. Bonne journée tout le monde. Ciao. Ciao.